on a eu la capacité de répondre à un appel à projet. Donc, merci à notre partenaire, le FACT, le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, qui cofinance très largement cette opération. Je ne vais pas en dire plus, si ce n'est que je salue évidemment et je remercie très chaleureusement nos hôtes et en particulier Monsieur Christophe Stocky, qui est là, donc le dirigeant d'ABS Métallurgie. Bonjour et merci de nous accueillir pour cet atelier dans des conditions qui respectent évidemment strictement les conditions de gestes barrières, de distance, donc pour être concret dans la manière de gérer ensemble cette crise, notamment sur le plan sanitaire. Donc, on aurait dû avoir aussi ce matin, donc je me permets tout de suite de l'excuser. Malheureusement, il y a eu un petit sujet pour Bruno Martin, le directeur général de Mathieu Hébard de Maintenance, qui aurait dû être à vos côtés sur ce plateau. Hier, il y a eu un petit souci. Il doit se rendre à l'étranger, donc il nous salue, il nous transmet un message de soutien d'excuses aussi, bien sûr, mais bon, évidemment, il est excusé 1000 fois pour nous souhaiter une bonne séance de travail. Donc, je voulais le saluer publiquement. Je salue aussi l'ensemble des personnes qui nous ont rejointes et notamment nos deux experts qui ont accepté de prendre un peu de temps ce matin. Donc, Brigitte Borja de Mozota. Bonjour à vous, Brigitte. Vous êtes universitaire et chercheuse en design management. Vous nous expliquerez un petit peu de quoi il retourne et vous allez beaucoup nous éclairer, ça c'est sûr. Et puis Jean-Luc Jacot, donc chef du département du CEVA Tech, qui vient en voisin du club. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous et vous n'êtes même pas en retard. Vous m'aviez Voilà, j'ai réussi à m'organiser. Voilà, c'est vraiment super. Toutes les planètes sont alignées. Je salue aussi Slimane Bouraï, qui est alors sur l'écran à ma droite. Voilà, Slimane Bouraï qui fait partie donc de la Dream Team, donc des trois personnes, nos experts à nous du club, donc Jean-Michel Schweitzer, Slimane Bouraï et bien sûr Muriel Keller qui n'est pas là aujourd'hui mais que vous avez vu dans d'autres ateliers, qui ont été nos trois intervenants, nos trois consultants, nos trois experts qui ont accompagné la douzaine d'entreprises et organisations qui ont fait partie de cette opération. Voilà, les présentations sont faites. Il me reste à saluer sur scène Madame Nathalie Payet, que je ne connaissais pas, donc que j'apprends à connaître. Et enchantée, chère Madame. Merci d'être avec nous aussi pour apporter votre témoignage dans quelques instants. Voilà, tout est en place. Est-ce que notre président Patrice Bourset est en ligne? Parce que c'est à lui, en fait, de faire un accueil, on va dire, officiel. Patrice, est-ce que tu nous entends, Patrice Bourset? Oui, et vous-même, m'entendez-vous? Mais oui, président, on vous entend, président du club Metz Technopole. Eh bien, bonjour, Écoute, je vais te passer la parole pour que tu nous dises pourquoi le club s'est engagé dans cette démarche et finalement, quelle est la valeur ajoutée de cette opération Plus fort après la crise, dont on espère évidemment recueillir beaucoup de fruits collectivement. Merci Guy, bonjour d'abord à toutes et à tous et merci d'être là pour ce 5e atelier. Alors pourquoi le club s'est-il engagé dans cette démarche? C'est un peu l'opportunité et puis la situation. En fait, cette démarche, nous l'avons initiée en août 2020, à une époque où finalement on était quand même un peu encore dans le traumatisme de la crise pandémique et puis évidemment dans l'arrêt d'un certain nombre d'activités présentielles. Et donc on s'est dit comment dans cette situation le club peut-il rendre service qu'il doit à ses adhérents qui est désemparés. Alors on s'est dit déjà on a fait un peu ce qu'on fait tous les réseaux. Bien sûr, on a essayé d'entretenir un lien minimum et d'informer au maximum. Mais ceci dit, on s'est dit, il va peut-être falloir qu'on tire un certain bénéfice. C'est toujours, en temps de crise, on peut toujours positiver. Et donc, on s'est dit, au moins, essayons de tirer les leçons de ce qui nous arrive, tout simplement, pour effectivement être mieux armés
lors de la prochaine crise. Et c'est précisément d'ailleurs le thème global de cet atelier aujourd'hui, précisément. Mais en fait, en général, on a trouvé en fait 10 thèmes au cours des audits, qui 10 thèmes ont émergé de nos consultations. Effectivement, tirer toutes les leçons de cette crise. Alors évidemment, on s'est dit, ben, si on veut le faire sérieusement, on ne peut pas faire ça tout seul. Hein, c'est pour ça que on a eu, grâce à Jean-Michel, tu l'as dit, l'opportunité de répondre à un appel d'offres de l'ANACT, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, nous avons été lauréats nous avons réussi à obtenir le label correspondant et donc à engager effectivement cette action qui alors s'est révélée, alors qui était en fait relativement à l'époque, on pensait arriver juste à la fin, quoi. On pensait que la fin de la pandémie serait la fin de l'année, à la limite, et qu'on aurait des conclusions. On pensait même être un peu en retard, être en décalage, avoir des résultats trop tard par rapport au fait qu'on serait revenu à la situation normale. Et puis finalement, vous savez ce qui s'est passé, rebond successif, malheureusement, dû à l'ingéniosité de ce virus. Et donc, aujourd'hui, nous sommes encore en plein au cœur je dirais, de l'actualité. Les résultats, finalement, que nous attendons de cette action vont être vraiment pertinents, au moins en termes de calendrier, tout à fait. Alors d'abord, là, on pensait qu'on aurait du mal, même du retard dans les ateliers. Eh bien non, l'atelier aujourd'hui, il est encore en pleine pandémie, en reprise même d'un confinement sur un certain nombre de départements. Et donc, nous ne sommes pas en retard, nous sommes en plein dans le sujet. Et nous avons même décidé je dirais, de faire une publication. Hein, au-delà de l'événement que nous avions prévu d'organiser courant de cette année, et qui aura lieu vraisemblablement au mois de mai, nous avons décidé également en comité de direction, nous avons voté le fait, parce qu'on va faire ça sur fonds propres cette fois-ci, on va faire ça sur fonds propres puisque la subvention s'arrête, hein, ce qui est bien normal. On va faire ça sur fonds propres, on va faire une publication d'une soixantaine de pages, hein, qui permettra donc d'avoir un document mémoire et officiel sur l'ensemble de nos résultats. Voilà. Voilà Merci, ce que le club pense faire et tirer de cette crise. Voilà. Merci Président. Oui, c'est vrai qu'il y a une forte démarche de valorisation, évidemment, de tout ce travail qui a été fait, un travail de fond, minutieux. On m'a parlé de centaines de pages d'écriture, hein, sur les différents entretiens qui ont eu lieu. On va parler d'éléments de méthode dans quelques instants. Des lieux de valorisation aussi à travers, bien sûr, Internet, les réseaux sociaux, des petites vidéos qui sont tournées avec l'ensemble des protagonistes de toute cette démarche, que ce soit les experts, les entreprises, et leurs salariés, toutes les parties prenantes des entreprises et organisations qui ont été accompagnées, et bien sûr nos partenaires. Hein. Donc un travail de continuum qui est réalisé pour bien sûr donner de la valeur à toutes ces investigations et aux résultats qu'on peut en tirer. Est-ce que, Slimane Bouraï, est-ce que vous pourriez en quelques mots peut-être nous donner quelques éléments de méthode d'intervention, hein, qui ont été mis en place pour réaliser ce travail d'une manière très précise, très professionnelle, je dirais même scientifique? Bonjour à tous, merci Guy. Effectivement, on peut résumer peut-être notre démarche en 3 étapes. La première étape a consisté à identifier, sélectionner les entreprises pour constituer un échantillon, un panel. Après quoi, la deuxième phase a consisté à investiguer auprès de ces entreprises en leur proposant de réfléchir à comment ils ont vécu, traversé et comment ils ont analysé cette crise. Et donc, ça a consisté
en organisant des entretiens individuels et collectifs avec, bien entendu, les différents acteurs qui sont autant la direction que les salariés, tout comme les, euh, les élus, les syndicats. Tout ça pour avoir une parole riche, variée et des éléments cliniques complémentaires. Ce travail nous a abouti après analyse et discussion et partage et débat au sein de l'équipe des intervenants à identifier effectivement des thèmes qu'on vous a proposés dans le cadre de ces différents ateliers et qu'on reprendra sans doute de manière plus importante et approfondie dans l'événement final et l'événement écrit. Dernière effectivement étape et phase, c'est la phase de valorisation, la phase d'aujourd'hui par exemple avec ce dernier atelier. C'est-à-dire que voilà, on partage, on met en discussion avec des éclairages d'experts ces éléments, les éléments d'entreprise du territoire, des éléments que l'on a observés et qui sont aussi enrichis par vos questions, par vos commentaires, vos remarques et l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Merci Slimane, on a bien compris qu'on n'était pas au bout de cette opération, qu'il y avait encore un fort travail qui est devant nous, mais il y a aussi déjà du travail de réaliser, notamment à travers les 4 premiers ateliers qui ont révélé un certain nombre de thématiques qui ont été sélectionnées dans le cadre d'un travail collectif, notamment avec le soutien d'un comité d'experts. Il y avait 8 thèmes abordés lors des 4 premiers ateliers avec 8 entreprises témoins. Jean-Michel Schweitzer, est-ce qu'on peut faire un petit coup de zoom très rapide sur un flashback sur ces thématiques et ce qu'il en ressortait? On ne va pas tout refaire, mais quand même, pour nous remettre bien dans le bain. Oui, quelques exemples rapides. Guy, peut-être il faut déjà signaler que sur la chaîne YouTube, je crois, du club Metz Technopole, bien sûr, les ateliers sont disponibles en replay. Donc, il faut inviter tout le monde, bien sûr, à aller les consulter pour rentrer dans la profondeur de chacun des ateliers. Parce que je crois que ce qui, moi, m'a beaucoup touché dans ces ateliers, c'est qu'il y avait il y avait déjà, on n'a pas fini encore, on en a un instant, mais il y avait beaucoup de sincérité, il y avait des témoignages très intéressants et la singularité des témoignages, me semble-t-il, est vraiment intéressant à prendre en considération. Juste peut-être 2 thèmes qui nous ont paru intéressants, on ne va pas tous les redire, puisqu'en tout, il y aura 10 thèmes qui ont été traités de manière particulière. Slimane l'a dit, c'est des thèmes qu'on a fait émerger en fonction des témoignages singuliers des entreprises. C'est des thèmes qui ont été aussi, un peu abordés, filtrés par un petit comité composé des syndicats, des représentants patronaux et de quelques experts et des intervenants. J'en citerai peut-être que 2, me semble-t-il. On a fait un premier atelier sur des questions, sur une double question, les questions d'innovation et les questions de management, dans lequel on a dit tout l'importance, par exemple, d'avoir un management qui évolue à distance lorsqu'on est en situation de crise et de pouvoir du coup accompagner y compris les managers de proximité, les managers de plus haut niveau, pour accompagner des modes de travail qui sont différents. On a causé aussi innovation. Alors, une première fois avec un expert, c'était aussi le CEA avec lequel on parlait innovation à ce moment-là, dans lequel on a rappelé l'importance de ne pas oublier que voilà, la création de valeur ajoutée, elle se passait dans des moments d'innovation et qu'il fallait peut-être profiter de cette crise pour pouvoir créer une dynamique d'innovation dans l'entreprise pour pouvoir en tirer des fruits un petit peu plus tard. Voilà quelques exemples rapides, Guy. Merci Jean-Michel Schweitzer. Donc l'ensemble de ces thématiques qu'on retrouve à la fois dans les ateliers déjà diffusés sur la chaîne YouTube et qu'on retrouvera donc dans ce document de synthèse qui sera publié à la fin du printemps, autour du mois de mai-juin, parce qu'évidemment, on dit mai, on espère pouvoir faire notre opération événementielle au mois de mai, dans des conditions évidemment hybrides. On aimerait évidemment éviter aussi le tout digital. On verra bien sûr en fonction de l'évolution des contraintes qui nous sont imposées liées à la pandémie. Si c'est pas mai, ce sera juin, mais en tout cas, d'ici à l'été, nous aurons un rendez-vous ensemble pour tirer les conclusions de l'ensemble de cette démarche. On va en arriver évidemment au cœur de cet atelier. On aimerait savoir comment, chez vous, Monsieur Stocky, comment chez ABS Métallurgie, eh bien, cette longue période a été prise en compte, comment vous l'avez traversée, quelles ont été les étapes
clés de cette situation, et peut-être aussi nous éclairer sur ce que vous avez appris de vous-même, de votre organisation, par l'intervention du club et en particulier des personnes qui sont venues à votre rencontre, de vous, monsieur le dirigeant, mais aussi de l'ensemble de vos équipes. Je vous laisse la parole pour témoigner, et puis après on converse évidemment. Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue chez ABS Centre Métallurgique. Donc, en fait, vous posez la question comment on a traversé, mais en fait, c'est plutôt comment on traverse, vu qu'on n'est pas sorti de la crise et qu'il y a même une certaine lassitude qui s'installe. Et notamment une difficulté aussi, même pour l'équipe dirigeante, de garder le cap. Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on a un peu lassé de la situation, donc c'est pas évident. Mais donc, comment on a traversé la crise? J'ai envie de commencer par comment on l'a abordée avant qu'elle nous arrive dessus. Nous, on a la chance de faire partie d'un groupe, on va dire international, mais avant tout italien, donc qui est le groupe Danieli, qui est leader dans les constructions de machines-outils pour la sidérurgie, et donc qui a des antennes partout à travers le monde, en particulier en Asie, et donc pas loin de la Chine. Donc avec des difficultés dès le démarrage, dès qu'on entendait que ça partait en Chine et qu'on n'y croyait pas trop parce qu'on pensait que ça allait rester là-bas, avec pour nous, je ne peux pas dire que c'était une chance, mais en tout cas l'Italie qui était touchée avant la France. Donc on a eu l'opportunité de voir venir un petit peu la crise et les différents cas sur l'Europe, et du coup de se préparer peut-être au moins psychologiquement. Même si moi-même, dans un premier temps, je voulais pas trop y croire et résister le plus longtemps possible pour ne pas arriver finalement à la situation qu'on a connue maintenant il y a plus d'un an. Donc au confinement brut et total, commencé. Confinement qu'on a eu, qu'on a pu traverser grâce à l'infrastructure dans laquelle on est, sans trop grande difficulté, dans la mesure où on n'a jamais dû se confiner. On est dans des locaux et un espace assez conséquent, c'est-à-dire 2500 mètres carrés pour 20 personnes, avec souvent des personnes qui sont isolées devant leur machine. Donc malheureusement, par rapport à leur activité, pas de possibilité de faire du télétravail, mais des conditions de travail qui ont permis de traverser la crise, avec néanmoins, une situation hybride avec certains chefs de projet qui, eux, sont quand même allés en télétravail pendant plus de 15 semaines. Ils ne sont jamais revenus pendant les 15 semaines. Et on a une adaptation assez rapide de la situation, sachant que nous, on avait déjà les outils en prêt et en place pour pouvoir télétravailler, que ce soit la simple vidéo comme on l'utilise en ce moment, ou également l'accès à toutes nos données, voire à tous nos calculateurs à distance. Donc, voilà, un petit peu pour comment on est rentré dans la crise et maintenant comment on la traverse, tout en s'adaptant au fur et à mesure aux différentes dispositions émanant du gouvernement ou d'autres situations à laquelle on doit s'adapter. La première, on a vécu sans masque, où le masque servait à rien, et puis ensuite en septembre, tout le monde devait porter le masque. Donc ça, effectivement, c'est des changements qui sont compliqués, difficiles aussi à faire comprendre à nos équipes. Parce que nous-mêmes, en tant que dirigeants, on essaie d'expliquer à l'image de ce que fait le gouvernement, que ça sert, puis que ça ne sert pas, ou vice-versa. Donc voilà, comment on a traversé et comment on traverse cette crise. Donc on s'adapte, on essaie d'avoir une ligne claire, et puis on va de l'avant avec nous, encore une fois, la chance d'avoir le soutien d'un groupe assez fort et qui, malgré la fermeture en mars en Italie, fermeture forcée, est ressorti également de la crise, et avec une situation actuelle qui est relativement positive. Donc, en gros, maître mot, c'est l'adaptation et poursuivre le cap qu'on s'est fixé et essayer de voir au-delà de la crise qu'on devrait quitter, j'espère, dans quelques mois. Alors, on l'espère évidemment. Merci pour ce premier propos. Vous dites beaucoup le nous, c'est collectif, donc, mais peut-être qu'il y a eu des réactions et des manières de vivre cette période un peu différenciée dans votre organisation. Peut-être on peut en parler si vous le souhaitez. Et puis, vous parlez aussi de ligne claire. Alors, c'était quoi cette ligne claire et comment vous la transmettez, comment vous la diffusez, cette ligne claire, auprès de vos parties prenantes?
Donc, nous sommes des hommes de procédés et aussi donc un laboratoire, un centre de recherche, donc avec des modes opératoires, des façons de communiquer qui sont très structurées, très structurantes. Donc des modes opératoires, des notes. Donc ça fait partie de notre culture. Donc on avait déjà ces vecteurs-là qui n'étaient pas nouveaux, donc qui ont permis déjà de pérenniser ce qui était communiqué. Et dans cette période, notamment au démarrage, on a passé beaucoup de temps à, on va dire, partager, dans le sens où, on ne va pas dire qu'on était sur le divan, mais on se laissait le temps d'exprimer nos peurs, nos craintes, notamment pour les salariés qui étaient présents sur site, pour voir comment ils se sentaient dans cette situation, la nécessité de venir au travail, sachant que dans un premier temps, on avait mis en place des navettes. Les personnes qui font les transports en commun évitent de les prendre, donc pour réduire au maximum les risques. Donc voilà, là on vient de parler de risques. Encore une fois, nous, notre approche, c'est aussi l'approche par l'analyse des risques, la gestion du risque et la minimisation des risques. Bien sûr, on a vu qu'il fallait mettre à jour les documents uniques comme tout le monde, mais c'est pas nouveau pour nous. Ça s'inscrit dans nos procédés qu'on s'est servi de notre façon de travailler pour continuer à s'adapter, comme je le disais avant, et donc traverser cette crise. Jean-Michel Schweitzer, vous êtes intervenu chez ABS Métallurgie. Qu'est-ce que vous avez identifié pendant vos investigations et les dialogues que vous avez pu établir avec les différentes personnes que vous avez rencontrées? On a parlé de réactivité, de process, de communication, de proximité aussi entre le dirigeant et son équipe. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas dans les propos de M. Stocky. Qu'est-ce que vous avez perçu, vous? Beaucoup de choses, mais on va se concentrer peut-être sur 2-3 points. Christophe Stocky a abordé un point qui me paraît important. Il l'a dit, je crois, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, dans une culture de l'ingénieur, une culture scientifique, une culture technique, une vraie culture de l'écrit et de la mathématique, si j'ose dire. Et c'est important de signaler ça au regard d'autres situations que nous avons rencontrées. Alors je le dis en tant qu'intervenant, mais je m'autorise à dire que j'ai rencontré, moi, qui suis intervenu chez vous, et ayant interviewé différents groupes et différents salariés, j'ai identifié des gens qui s'en sentaient, j'ai envie de dire, contenus en matière de santé-sécurité en venant chez vous pendant la crise sanitaire, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les entreprises. On était plutôt ici dans un lieu qui, dans quelque part, l'organisation que vous avez trouvée, je trouve, en termes de prévention, en matière de mesures, etc., sont plutôt rassurantes, et donc inviter les gens à venir sur un lieu de travail sans être inquiétés. Ça, c'est un point qui est relativement important. Donc, il me semble que c'est en particulier, enfin, le succès peut-être de ça, même si le succès n'est pas toujours total partout, hein, mais le succès de ça est quand même lié à un process que vous avez engagé qui était extrêmement précis, extrêmement contenant. Moi, j'insisterai, peut-être que Nathalie Payet va le dire tout à l'heure, mais j'insisterai aussi sur un point, c'est que j'ai identifié des choses extrêmement progressives, par exemple, enfin, vous le direz mieux que moi, mais vous aviez des réunions, je crois, les réunions du mardi 10h, c'est ça, où à 10h, il y avait un point de semaine qui permettait de donner des informations claires sur l'actualité, sur la mise à jour des mesures de prévention, etc. Et ça, c'est un point, on va y revenir, qui me semblait extrêmement intéressant. Le deuxième sujet, moi, que j'ai identifié chez vous, qui me paraît aussi très intéressant, c'est que, comme dans beaucoup d'entreprises, aussi Christophe Stocky l'a dit, vous aviez à la fois un point de regard qui était international, c'est-à-dire vous, quelque part, à l'occasion de vos activités industrielles et de recherche, vous avez un vrai regard sur ce qui se passe sur tous les coins de la planète, hein, puisque vous êtes en communication avec tous ces points-là. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien, et je pense que c'est un sujet qu'on va revoir avec M. Jacot tout à l'heure, sur les questions d'anticipation, quand on a un point de vue sur ce qui se passe ailleurs, à Wuhan, en Italie, comme vous l'avez été, ça donne, je crois, me semble-t-il, à l'équipe, un regard qui est, peut-être plus dans l'anticipation et qui, est moins dans le fait de subir les choses. On reviendra peut-être sur ce point-là tout à l'heure. Il me semble que ça, c'est peut-être intéressant à creuser. C'est quand on a des points d'observation qui sont à l'international,
on voit les choses localement d'une autre manière que si on était uniquement en partie local. Voilà. Je m'arrêterai sur ces deux points-là, peut-être reprendre des choses après, mais ces deux points-là me semblaient importants chez vous. Si je puis me permettre, Guy, je voudrais juste bien sûr. un petit peu le propos de Jean-Michel, parce que le témoignage de l'entreprise et donc de Monsieur Stocky est fondamental. En fait, il vous dit qu'ils ont un système de veille qui leur a permis d'avoir des informations avant les autres. Et c'est d'ailleurs aussi vrai pour de Mathieu Hébert, qui ont des agences et puis des sites sur l'Europe et le monde. Donc, ils ont des informations que d'autres n'avaient pas. En tout cas, ils les ont eues avec beaucoup d'avance. Donc, ce qui permet des comportements d'anticipation, comme tu le soulignais. Deuxième élément, on sent bien cette culture, et ça, on l'a retrouvé aussi dans d'autres entreprises. C'est un fait important. Une culture qui est installée depuis longtemps et qui fait que on a confiance, on sait, on a installé des rituels. Moi, dans les entreprises où je suis intervenu, par exemple, quand il y a la gastro, eh ben, il n'y a pas de contact. Il avait déjà été installé ce qu'on appelle la distanciation physique qui devient finalement nouveau pour l'ensemble des Français depuis cette crise sanitaire. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, me semble-t-il, aussi important, c'est cette entreprise qui a un pilotage assez flexible. Voilà. Mais c'est aussi vrai parce que vous êtes une petite entité. Du coup, vous avez de la souplesse, vous avez de l'agilité, ce qui vous a permis d'innover aussi en termes de pratiques managériales et qui conduit les collaborateurs à se sentir bien. Et quand on se sent bien, on vient quand même. Et d'ailleurs, juste peut-être une autre remarque qui permettra d'ouvrir après les échanges. Quelquefois, il était moins dangereux d'aller au travail parce qu'il y a des règles et les règles sont souvent strictes et observées que d'aller dehors, où dehors on avait vu des gens sans masque, des gens ne pas respecter ces distanciations physiques et le port, par exemple, du masque. Voilà. Vous dites beaucoup de choses tous, et l'idée c'était aussi d'angler peut-être davantage sur la notion de communication qui était un thème central et qui est un des thèmes retenus ce matin, parce que vous dites confiance, vous dites structure au sens où les choses, dans le cadre de process, de conditions qui sont très bien connues de l'ensemble des salariés, permettent de travailler ensemble, de devenir sur son lieu de travail pour travailler dans les meilleures conditions possibles, d'accepter aussi la crise, même s'il y a eu un petit déni au départ. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Stocky, je ne voulais pas y croire, hein, je reprends vos termes. Donc, c'est bien la communication aussi qui va aider à structurer quelque chose de cohérent pour traverser cette période, me semble-t-il. Et je voudrais profiter justement de la présence de Madame Payet, parce que je crois que vous avez été un peu au cœur de ce dispositif de communication, pas seulement évidemment, pour accompagner tous les développements qui sont évoqués ce matin. Et moi, j'aimerais partir de votre témoignage pour qu'on aborde un peu cette notion de communication en temps de crise. Comment on la gère, comment on profite ou non de l'agilité dont on dispose dans cette organisation pour justement faire passer ces messages qui doivent rassurer, qui doivent être pertinents et qui font écho aussi à tout ce qu'on entend dans l'air ambiant tous les jours en écoutant la radio, parce qu'on est tous pris dans une certaine sidération, ou par une certaine sidération, notamment lors du premier confinement. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, Madame? Alors, bonjour. Moi, j'interviens donc en tant que responsable qualité, sécurité, environnement, pour le coup, plutôt sécurité sur ce sujet-là. Effectivement, je reprends les termes de Monsieur Stocky, même si on n'avait pas envie d'y croire au départ. On s'est bien douté que ça allait arriver. Et ça a été, entre guillemets, une chance pour nous. De voir les choses un petit peu venir. La difficulté après, c'est effectivement de communiquer au bon moment, avec les bonnes informations et de façon claire et de se faire comprendre. Effectivement, il y a eu quand même pas mal d'allers et retours, notamment en termes de communication gouvernementale. Et bon, les masques servent à rien, finalement, il faut les masques. Après, il faut prendre cette information,
on va dire, l'adapter et puis donner une information, mais claire pour le coup, à l'ensemble des collaborateurs. Parce que si on fait pareil en se disant un jour c'est blanc, un jour c'est gris, un jour c'est noir, c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée, c'était de prendre l'information, la bonne information, et on va dire de l'analyser et d'en faire un retour qui soit pertinent pour qu'il soit. Qu'est-ce que vous appelez la bonne information? Qu'est-ce que vous appelez la bonne information? Qu'est-ce que vous appelez la bonne information? Je prends la bonne information, je la transforme d'une certaine manière pour la diffuser. Ça m'intéresse, ça. Alors justement, ça fait partie des difficultés que moi j'ai rencontrées de prendre la bonne information, notamment en termes de protocole. C'est-à-dire que je crois que le plus compliqué, c'était au mois d'août. On avait un protocole qui devait être applicable au 1er septembre. Malheureusement, le 31 août au soir, le protocole n'était toujours pas sorti. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que si on veut être crédible, je pense qu'il faut aussi être dans le bon timing. Donc si on arrive avec des choses mais en retard, ça fonctionne pas. Si on arrive avec des mauvaises informations entre guillemets, ça ne fonctionne pas. Donc l'accès à cette information-là est pas toujours très simple. Donc il faut fouiller un petit peu, faut chercher. Et moi, j'avais travaillé sur un document draft que j'avais trouvé. Bon, finalement, le document final n'était pas très très différent. Et puis, je pense qu'il fallait. Ce qui était important aussi, c'était de prendre cette information-là. On en discutait après avec Monsieur Stocky pour échanger sur aussi la façon dont on l'avait compris, par exemple, en retirer à chaque fois les informations les plus importantes et les plus pertinentes, prendre les mesures qui malheureusement n'étaient pas toujours très sympathiques, mais associées, et les présenter, les expliquer et les faire accepter. Effectivement, la chance qu'on a eue, nous, au-delà des locaux, de l'anticipation, c'est aussi un système de fonctionnement de l'ensemble des collaborateurs qui fait que on a quand même quelque chose de structuré au départ. Donc la communication, elle n'est pas apparue à ce moment-là. On diffuse par note interne, par réunion, etc. Et on va dire que les règles chez nous, elles existent pour d'autres choses. Finalement, si on met des règles en place, c'est qu'a priori, elles ont du bon sens et elles sont, on va dire, respectées dans la plupart du temps sans vraiment de problème. Et s'il y a des questions, on est là pour y répondre. Donc, il y a aussi les échanges sont tout à fait possibles. C'est pas une dictature. Donc, ça nécessite aussi beaucoup de présence, d'intervention, finalement, pour rassurer, expliquer, faire en sorte que les gens accordent de la confiance au message que vous transmettez, sachant qu'ils sont évidemment toute la journée connectés aussi au monde extérieur qui diffuse énormément d'informations. C'est un peu ça l'enjeu, être authentique, rassurer, être en proximité. C'est ça un peu la clé de votre process de communication tel que vous l'avez ressenti et vécu. Oui, c'est ça, c'est être présent pour répondre aux questions, pour répondre aux questionnements, tout en prenant on va dire une attitude qui peut être différente de ce qu'on pourrait faire, on va dire, dans la vie à côté. C'est-à-dire qu'il faut prendre sa casquette on est là pour assurer la sécurité des personnes. Et oui, la proximité fait effectivement, on n'est pas très nombreux, donc c'est aussi l'avantage. La parole, c'est pas un problème, on échange régulièrement tous ensemble. Après, la limite de ça, c'est effectivement à force d'en parler. Comme vous dites, on était déjà suffisamment submergé, on l'est encore par toutes les informations des médias. C'est-à-dire qu'il y avait l'effet, excusez-moi du terme, mais on en rajoute une couche en disant attention, il faut mettre le masque, attention, il y a une distanciation, attention. Mais en même temps, c'est toujours dire, on vous le dit, mais c'est notre rôle, on est là pour ça. Et ça, c'est pas toujours bien vécu. Nous, on le vivait pas forcément bien non plus, mais il faut se dire qu'effectivement la responsabilité elle est là, il faut l'assumer et expliquer aux gens, écoutez, nous voilà, cette responsabilité là on l'a, donc on fait tout pour, même si c'est malheureusement pas très sympathique au jour le jour. Je reviens sur un élément, votre brief de 10 heures, je crois que ça s'appelait comme ça, ou ça s'appelle toujours comme ça. À quoi ça ressemble, le brief de 10 heures? J'ai retenu ça en tout cas. Alors ça fait partie typiquement des échanges, on va dire, ce que j'appelle autour de la machine à café. Donc malheureusement, on le fait plus autour de la machine à café parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde et qu'on n'est plus tous là. Mais c'était tout à fait informel en fait. L'idée était de donner des informations de toute nature
importante pour l'ensemble des personnes, et ça pouvait aller effectivement d'un aliment technique, une information quelconque, quelqu'un qui a ramené les croissants pour 10 heures. Voilà, donc toutes les informations étaient bonnes à venir, et c'est un peu ce que moi j'appelle effectivement les échanges machine à café. C'est-à-dire que on est là pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure s'il faut. Et c'est vrai que c'est à ces moments-là aussi qu'on abordait ce sujet-là, qu'on pouvait éventuellement en rire. Je me rappelle d'une fois où on commençait à faire les checks avec les pieds, avec les coudes, enfin bon. Donc on abordait ce sujet-là, et quelquefois ça permet aussi de, entre guillemets, de dédramatiser, de trouver peut-être un autre angle d'attaque pour donner l'information. On recrée de nouvelles conditions de convivialité, hein, et qui finalement deviennent des rendez-vous innés. Hein. C'est peut-être une transformation de votre mode de communication dans l'organisation, non ? Qu'est-ce qui finalement va perdurer ? Alors, on ne sait pas exactement, tout ça n'est pas encore complètement terminé, mais j'imagine déjà qu'il y a eu des transformations dans les modes finalement de fonctionnement, et donc aussi d'élaborer une communication peut-être plus personnalisée encore que vous ne le faisiez auparavant. Votre sentiment là-dessus ? Mais ce qui a surtout changé, on va dire, c'est les canaux de communication, on n'est plus tous sur site. Peut-être que ça a augmenté la communication, on va dire, entre guillemets, en tête à tête. C'est-à-dire que quand les gens sont là, on échange beaucoup. Et puis, c'est vrai que ça n'a pas été un gros souci pour nous, puisqu'on avait déjà tous les outils. Mais la communication se fait évidemment de façon dématérialisée, et ça fonctionne relativement bien, que ce soit mail, téléphone. Enfin, on avait déjà cette habitude-là, et puis beaucoup de réunions en distanciel. Voilà. Après, on reste aussi sur le mode de communication qui existait et qui fonctionnait, c'est-à-dire s'il faut les notes internes. Il y a toujours, on continue à faire de l'affichage comme avant pour les personnes qui sont sur site. Ce qui est peut-être compliqué, c'est la mixité justement d'un fonctionnement et sur site pour les gens qui sont obligés, parce que le télétravail n'est pas possible, et les gens qui sont à distance. Mais ça se passe relativement bien, et effectivement, le fait qu'on arrive à avoir un turnover de personnes qui viennent sur place 1-2 fois par semaine, qui sont habituellement en télétravail, ça me permet aussi de maintenir le contact entre les gens qui sont là sur place tout le temps et ceux qui sont à distance la plupart du temps. Parce que l'enjeu, en effet, c'est avant tout bien sûr l'efficacité de l'activité, et donc la cohésion de l'équipe, hein, qu'il n'y ait pas de rupture et des rythmes différenciés entre ceux qui ont la chance, entre guillemets, de venir au boulot physiquement, et ceux qui ont la chance de télétravailler, je peux aussi le dire comme ça, mais en tout cas de ne pas créer de rupture dans cette cohésion. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ça harcèle un petit peu. Oui, l'idée, c'est effectivement de garder cette cohésion-là, mais qui existait déjà avant. Donc finalement, on l'a pas. Je pense pas qu'on l'ait perdue. Enfin, du coup, de mon point de vue, en tout cas. Et puis, ce qui s'est bien passé aussi, c'est que entre les personnes qui sont en télétravail et celles qui sont sur place, déjà, il n'y a pas eu un problème de compréhension par exemple, tout simplement, le pourquoi moi je suis pas en télétravail. Ah oui, toi tu es en télétravail, tu as de la chance, entre guillemets. Ou alors, oh là là, toi tu fais du télétravail, j'aimerais pas être à ta place. Voilà, il y a plein de réactions différentes. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu ce genre de préoccupation, on va dire. Ça tombait un peu sous le sens et ça n'a pas posé de problème. Après, en termes d'organisation de jours de télétravail, on vient pas, c'est pareil, ça se gère très très bien. On fait ça une semaine à l'avance, on communique avec Monsieur Stocky qui nous donne son accord ou pas, et voilà, et ça permet de toute façon qu'on arrive quand même tous à se croiser. Et quand on se croise, on sent que les gens sont contents de se croiser quand même. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, je veux dire, on discute 5 minutes, on se voit, on en profite pour faire quelques petites réunions à 2 ou 3 quand c'est possible. Et puis, bon, les locaux nous permettent aussi de passer du temps ensemble sans être les uns collés sur les autres. Merci Madame Payet, c'est très clair, très complet. Je ne sais pas si Jean-Michel Schweitzer ou Slimane Bouraï souhaitent rajouter quelque chose. Je voudrais aussi qu'on donne la parole évidemment aux personnes qui sont en ligne avec nous et qui participent à cet atelier. J'ai déjà vu quelques interventions chatées. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole
J'ai vu que Guy Cambianica, que je salue, est là, le fidèle Guy, qui a écrit des choses. Peut-être, Guy, souhaitez-vous intervenir pour faire porter à tout le monde votre voix sur votre prise de position? De manière très, très restreinte, le dirigeant de l'entreprise a évoqué le fait que, et je l'ai repris tout à l'heure, que la communication interne à un groupe comme l'entreprise et puis la communication extérieure, politique ou gouvernementale est différente. Oui, parce que l'objectif de l'entreprise, lui, il est quasi unique et donc il peut être assez concentré. Alors que la politique gouvernementale, elle est de s'adresser à des gens qui sont très hétérogènes, qui ne sont pas forcément, qui n'adhèrent pas forcément à l'objectif principal, alors que dans l'entreprise, à part quelques hurluberlus très isolés, en fait, on est tous tendus vers un même objectif, même si l'attention, elle est moins focalisée pour certains, mais on a un objectif commun et puis surtout on a une contrainte, c'est que derrière l'entreprise il y a la survie économique, etc. Donc alors que la communication externe, elle doit s'accommoder des contraintes et des impréparations, puisque des impréparations il y en avait, et il fallait bien donner à ce groupe qui n'était pas homogène des consignes qui permettaient de focaliser un petit peu les gens malgré les incohérences qui pouvaient être rencontrées. Vous avez parlé des masques. Effectivement, on n'avait pas de masque, donc il fallait donner une raison aux gens de s'accommoder du fait qu'il n'y avait pas de masque, parce que sinon ça aurait été une panique générale. Voilà. Alors que dans l'entreprise, les processus, le document unique, enfin tous ces cadres permettent de resserrer le groupe ou de le focaliser sur l'objectif qui est en fait de continuer à produire, de continuer à vendre, etc. Voilà. Donc, je crois que c'est ce qui fait la force d'une entreprise organisée et c'est ce qui manque dans un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas pris le temps ou la peine de considérer que la maîtrise des processus, c'est une condition de fonctionnement justement lorsque l'activité est bruitée, lorsque des événements extérieurs viennent parasiter un petit peu la vie de l'entreprise. Quand on a des processus pour s'organiser, puis qu'on a un encadrement qui est bien fait, c'est aussi important, la qualité de l'encadrement, eh bien, la réaction de l'entreprise est très différente et on voit tout de suite les différences à ce niveau-là. Voilà, c'est juste, en fait, je paraphrase un peu. Mais c'est important d'avoir la voix aussi dans un mode de communication. Est-ce que, je ne sais pas, M. Stocky, vous souhaitez peut-être réagir? Je ne vous ai pas beaucoup donné la parole finalement sur le thème de la communication. Mais vous étiez très bien épaulé. Tout à fait. Laissons parler les personnes qui parlent bien. Non, en fait, même je voulais revenir sur le brief de 10 heures qui, en fait, était déjà un processus encadré dans la mesure où s'inspirait de méthodes japonaises dans l'automobile qui sont assez vieilles. Donc, c'était déjà en place avant la crise. Donc, on a juste encore une fois utilisé un processus en place, qu'on a fait évoluer entre-temps aussi par rapport à sa finalité. Mais donc voilà, je reviens juste sur ce point-là. Donc c'était encore de la méthodo et on n'a rien inventé en fait. Donc on a juste utilisé des outils qui existent pour pouvoir s'adapter encore une fois. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'était on parlait un peu avant de la communication et l'adaptation individuelle. Donc ça, je pense que c'était un point quand même assez important parce que chacun avait un ressenti différent. Que ce soit pour les personnes qui étaient sur site, donc des appréhensions différentes, ou et peut-être même surtout les personnes à distance, avec des personnes qui ont vraiment eu du mal à vivre cette situation de 100% télétravail. Donc même depuis, j'allais dire octobre, novembre, on est dans une situation similaire où on nous impose télétravail 100% et en fait on voit que psychologiquement ça a quand même des impacts importants sur certaines personnes qui ont vraiment du mal et qui sont en décrochage. Donc là aussi, en tant qu'entreprise, on se doit de réagir
et d'essayer de rattraper ces personnes-là et leur proposer des solutions, on va dire hybrides entre ce qui nous est imposé et ce qui est supportable, pour justement continuer à les intégrer à l'équipe et ne pas les perdre en cours de route. Donc c'est un petit peu là la difficulté aussi, et la responsabilité, parce qu'en même temps, en tant que responsable d'une entreprise, vous engagez votre propre responsabilité dans des situations qui sont assez compliquées, et notamment, je reviens sur la partie mars-avril, où c'était ma décision de ne surtout pas arrêter l'activité dans la mesure où on était en conditions sanitaires pour pouvoir la maintenir. Mais malgré tout, vous avez toujours, et ça c'est plutôt un vécu personnel, cette petite appréhension le soir quand vous rentrez chez vous, vous mettez, vous engagez la santé de vos salariés. Donc c'était ma responsabilité de surtout veiller à ce qu'il n'en arrive rien. Donc voilà, donc c'était juste. Je voulais rajouter ce point-là sur la pression des uns et des autres, et surtout la pression là sur les managers de cette responsabilité. La responsabilité pénale jusqu'à certains points, quoi. Mais si vous me permettez, Guy et Christophe Stocky, de compléter ce qui vient d'être dit, moi, ce qui me semble être vraiment, et c'était très très bien illustré, je crois, dans le panel d'entreprises qu'on a rencontré, ce qui est vraiment inédit dans cette crise, me semble-t-il, c'est que le risque professionnel que vous auriez pu vivre ici, alors qu'il n'a pas été vécu, parce que je crois qu'il n'y a pas eu de transmission ou choses particulières ou de cas difficiles, il y a eu des cas difficiles dans d'autres structures, quand même. Et ce qui est vraiment inédit dans cette crise-là, c'est qu'on a affaire à un risque professionnel. Donc, quelque part, les mesures de prévention ne sont pas encore tout à fait connues au jour d'aujourd'hui, un an après. Enfin, elles commencent à être mieux connues maintenant. Mais rappelons-nous quand même qu'au moment où ça démarre cette affaire, la manière de se protéger, effectivement, était encore, on va dire, en situation d'examen. On ne savait pas bien comment faire. Il faut quand même se rappeler que, alors je crois que même chez vous, vous aviez témoigné de ça, qu'on cherchait du gel hydroalcoolique au mois de mars 2020, les uns les autres, on courait au supermarché et on se posait la question de savoir quel était donc le produit désinfectant qui pouvait être un virucide. Voyez ? Donc on était vraiment, c'est quand même relativement quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que dans un risque professionnel en règle générale, il existe des guides produits par les médecines du travail, l'INRS, les préventeurs, etc. Et il s'agit de l'appliquer dans un établissement. Or là, on était dans un système où quelque part la communication a dû accompagner des mesures de prévention qui se sont précisées et ont été, on va dire, un peu plus affûtées au fur et à mesure que les semaines passaient. J'ajouterai un point quand même qui a été, mais vous l'avez cité, qui était vraiment aussi, me semble-t-il, inédit, c'est qu'on parlait autant sur les réseaux sociaux et sur BFM TV et sur les différents organes médiatiques de la manière de se protéger en entreprise. C'était extrêmement bavard, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un vrai effort de communication pour filtrer, je crois que Madame Payet l'a dit, la communication pertinente de celle qui était impertinente, parce qu'il y a eu en parallèle des communications qui consistaient à structurer, rassurer, protéger. Il y a eu aussi des communications qui n'étaient ni structurantes et qui ne protégeaient pas, et qui, au contraire, on va dire, mettaient en mode panique un grand nombre de personnes. Donc, je trouve que moi, j'aimerais souligner ces points-là, parce que dans cette crise-là, me semble-t-il, les entreprises ont dû être résistantes à quand même un flot d'informations extérieures qui ont été extrêmement nombreuses. Alors, c'est peut-être intéressant d'ailleurs, si on a un petit peu de temps, que M. Stocky ou Mme Bailly reviennent sur ça, parce que vous avez une position à l'international, c'est-à-dire que vous aviez compris une direction italienne sur le sujet, qui est peut-être un autre point de vue que le vôtre. Alors, je voulais juste rebondir sur l'exemple des gels hydroalcooliques et de la bonne information. En fait, à l'époque, il y avait quand même le débat, il reste le bon vieux savon. Donc nous, on a rebondi plutôt sur cette information-là en se disant, de toute façon, il n'y a pas de gel, on va avoir du mal à trouver, prenez du savon. Donc lavez-vous les mains régulièrement. Donc nous, on a insisté là-dessus. Donc on a utilisé ce qui était accessible pour en faire un petit peu la ligne directrice. Donc a priori, effectivement, on n'a pas eu de cas à ce moment-là. Et bon, on s'est tous lavé les mains. Alors bon, on a tous redécouvert qu'il fallait se laver les mains plusieurs fois dans la journée. C'est toujours assez amusant. Donc par rapport à votre question sur effectivement l'international, effectivement, c'était encore plus compliqué, en tout cas pour ma part, c'est qu'on avait des instructions du groupe qui étaient beaucoup plus sévères que ce que pouvait faire ou dire le gouvernement, en mesure où l'Italie était en avance sur la France d'une quinzaine de jours, donc mettait en place des mesures très très restrictives qu'on avait du mal à comprendre, en mesure où nous on était encore en train de dire non, ça sert à rien, il va rien se passer. Quand je dis on,
Donc, je veux dire, globalement en France. Si je peux me permettre, entre autres sur le télétravail qui est moins culturel, me semble-t-il, que chez nous, c'est ça? Alors là, oui, effectivement, c'était une révolution pour le groupe qui était pas forcément favorable au télétravail et qui, contraints et forcés, sont tous passés au télétravail. Bon, après, pour nous, c'est aussi une chance dans la mesure où ça a développé dans le groupe cette culture on va dire de la visio. Qui nous évite et qui nous évitera, je pense, quelques déplacements sur site et donc un confort de vie et un confort dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions sur cette thématique de la communication, pour faire très très court, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites parmi nos invités qui participent une fois, deux fois, ou Slimane Bouraï pour un mot, avant de passer à la deuxième phase déjà de notre matinée, parce que je vois le temps qui passe. Une fois, deux fois, Slimane, du coup, oui. En attendant, effectivement, peut-être une autre intervention des participants. Je pourrais juste compléter en faisant réfléchir tout le monde sur deux aspects. Le premier, c'est que, par exemple, pour le coup de Mathieu Hébard, qui a un effectif important d'alternants, alternants qui sont déjà aguerris au téléenseignement, à l'enseignement à distance, et ben eux, ils ont parfaitement bien vécu cette phase de confinement et l'installation du télétravail. Donc, on peut identifier là que, en fonction des pratiques des entreprises, en fonction des habitudes, on vit plus ou moins bien, plus que bien, une situation de confinement ou de crise qui conduit à du confinement. Ça, c'était le premier propos. Et le deuxième propos, je crois que j'ai aussi identifié, par exemple, chez de Mathieu Hébard Maintenance, l'importance d'une part d'une décision du dirigeant avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur les questions de santé de ses collaborateurs, dans un contexte particulièrement anxiogène, avec des informations qui étaient contradictoires, compliquées, etc., etc. Et puis, on peut aussi identifier le rôle du management de proximité dans le lien social, dans le lien avec le collaborateur à distance. Ces éléments sont importants pour faire entreprise. On parle beaucoup donc ici de communication interpersonnelle d'une certaine manière, et je pense que c'est un des sens profonds de la communication dans une organisation qui s'est peut-être plus révélée encore dans cette période de crise. Guy Cambianica, vous réagissez? Oui. Je peux le résumer, oui. Si vous voulez. Effectivement, en tant que conseiller, j'ai eu à le faire dans l'entreprise, mais aussi dans des collectivités. J'ai eu à donner des conseils de modération des coûts en utilisant des outils modernes, c'est-à-dire la visio par exemple, mais également la mise en place de systèmes VPN pour l'informatique, de façon à avoir accès à l'ensemble des données de l'entreprise, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, ce que je connaissais en entreprise, mais que j'avais eu la surprise de ne pas reconnaître, par exemple, dans la collectivité où j'ai eu à travailler. Et je pense que cette pandémie, elle a au moins eu cet avantage-là, et ça, on ne peut pas le nier, c'est de forcer, entre guillemets, toutes ces organisations à prendre en compte ces modifications et à toucher du doigt le bénéfice qui pouvait en être retiré, même si, bien sûr, ce bénéfice, il a ses limites. C'est-à-dire que ça a permis aussi de comprendre qu'on peut faire des choses à distance, mais ça veut dire qu'on doit réserver absolument du temps pour du présentiel, de façon à recréer un lien, une espèce de lien immatériel qui est nécessaire à la cohésion du groupe. Voilà. Mais ça a permis de faire avancer à une vitesse terrible le télétravail notamment, d'utiliser des outils numériques beaucoup plus efficaces en coût de structure, en coût de déplacement, en temps passé, etc. Voilà.
Merci, merci Guy. On en revient à cette cohésion, à cette forme de communication qui doit structurer la relation humaine dans une organisation pour qu'elle puisse fonctionner de la manière la plus efficiente possible. Et à travers l'exemple, chez vous, Monsieur Stocky, chez ABS Métallurgie, eh bien, on voit bien, ACM Métallurgie, on voit bien que les choses ont été très structuré en anticipation d'une certaine manière. Et donc, c'est ce qui permet peut-être aussi de faire en sorte que le choc n'ait pas été trop rude pour l'ensemble de votre équipe et donc aussi pour l'activité. Parce qu'en filigrane de ça, il y a tout de même une activité qui doit rester performante. Il faut aussi le dire. Alors, Slimane Bouraï m'a tendu une perche pour faire la transition avec de Mathieu Hébart. Et c'est avec vous qu'on va le faire, puisque j'ai excusé tout à l'heure Bruno Martin et vous êtes beaucoup intervenu chez de Mathieu Hébart maintenance, pour être précis, dans le cadre donc des investigations que nous avons réalisées au sein du Club Metz Technopole dans une dizaine d'organisations. Est-ce que vous pourriez nous parler, être le porte-parole de Monsieur Bruno Martin ce matin pour nous dire un petit peu, là aussi, c'est la même question que je posais à Monsieur Stocky tout à l'heure, comment de Mathieu a traversé cette crise et quels ont été peut-être les points focaux sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler plus en profondeur avec les équipes que vous avez rencontrées. On a parlé de signaux faibles, d'anticipation. Est-ce que ces sujets-là sont ressortis? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques minutes vos apprentissages? Merci Guy. Très rapidement et de manière synthétique, comme ça après nos experts vont pouvoir aussi compléter nos échanges. C'est vrai que j'ai essayé dans la prise de parole de faire des liens avec de Mathieu Hébart maintenance, alors que ce soit dans le système de veille, de captation de l'information, que ce soit dans la proximité avec les collaborateurs, que ce soit par rapport à la solitude du dirigeant, que ce soit par rapport à des questions de transformation des process et des espaces de travail d'ailleurs, on est totalement à l'identique de ce qu'a vécu ABS Métallurgie. C'est une petite structure avec de nouveaux locaux. Il y a une pyramide des âges qui fait qu'il y a un très bon équilibre. Vous avez des dirigeants et des managers particulièrement dynamiques. La culture du digital est plutôt plus qu'installée dans cette structure. Donc du coup, cette crise, ils l'ont plutôt bien traversée. Une vraie cohésion, une vraie culture, un partage de l'information, un dirigeant présent qui veille sur ses collaborateurs. Donc tout ça a fait que globalement, dans cette structure où je suis intervenu, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà très rapidement ce que je peux dire en absence de Mathieu Hébart. Maintenant. Est-ce qu'on a fait allusion tout à l'heure à la reconnaissance de quelque chose qui va se passer? Donc, on a parlé des signaux faibles, de la capacité d'anticiper les situations. Est-ce que sur ce point-là, il y a eu des choses un peu spécifiques qui sont ressorties dans vos investigations chez de Mathieu et Hébart maintenant? Oui, tout à fait, Guy, parce que pareil, ils l'ont vu arriver, ils ont vu les sites européens ou en dehors, ils ont vu des activités qui ferment, des activités qui sont transformées, ils ont vu les impacts sur le plan de la santé. Donc, toutes ces informations, finalement, elles étaient traitées au niveau du siège de cette entreprise et ils ont eu finalement, comme beaucoup de dirigeants, ils étaient face à un dilemme incroyablement difficile à trancher. Est-ce qu'on arrête l'activité ou est-ce qu'on continue? Et finalement, en tout cas chez de Mathieu Hébart, ils ont attendu le dernier moment pour prendre cette décision. Et il y a eu même, ça a été même synchronisé avec cette décision qui a été imposée par le gouvernement d'arrêter de confiner tout le monde. Et c'était clairement un soulagement pour les dirigeants des entreprises en général et de Mathieu Hébart plus particulièrement.
Et ce qui note peut-être les décalages qu'il peut y avoir dans l'interprétation des choses entre des agences, hein, puisqu'il y a des sites sur l'ensemble du territoire français et à l'étranger, hein, de cette grande entreprise, avec donc aussi des incompréhensions ensuite des équipes, parce que les gens se parlent. Hein, on est dans un monde ouvert, et donc ça crée aussi une certaine... je ne vais pas dire panique, mais ça peut aller assez rapidement vers l'effet panique parce que les gens se disent « Attends, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé ?» Est-ce que ça a été exprimé dans les témoignages? Totalement. Totalement, Guy, tu as raison, c'est un point important. On pourrait même imaginer que sur le territoire français, avec une entreprise qui a plusieurs agences et des règles de confinement qui étaient différenciées lors du premier, d'ailleurs, on avait des collaborateurs du Sud-Ouest qui ne comprenaient pas les décisions qui ont été prises pour le territoire du Grand Est, à savoir arrêter l'activité, fermer les agences et tout le monde en télétravail ou en chômage partiel. Et donc, oui, on peut considérer que la compréhension de l'information, de la décision n'est pas la même en fonction du territoire. D'ailleurs, ça a été aussi un sujet qu'on avait traité dans l'un de nos ateliers, à savoir le territoire comme lieu de compréhension. Ressources et compréhension, oui, tout à fait. Jean-Michel Schweitzer, peut-être une réaction avant qu'on ne donne la parole à nos deux experts qui sont très patients, mais ils sont là, ils ont envie d'en découdre, je le vois. Non, mais brièvement, pour compléter ce qui a déjà été dit et s'appuyer sur ces témoignages, pour ouvrir sur la question du panel et rester et se focaliser un petit peu sur la question de ces signaux faibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde quand quelque part une perturbation arrive pour continuer à travailler ou pas, ou suspendre des activités ou en changer l'organisation. Moi, il me semble que dans l'ensemble des entreprises que nous avons rencontrées sur le panel, ce qui est différent, on pourrait dire ça comme ça, c'est les entreprises qui ont une implantation internationale et on va dire des points d'observation qui sont différents et qui font circuler l'information pour commencer à anticiper ce qui va se passer. Et les entreprises qui n'avaient pas ces points d'observation à l'international, qui avaient plutôt un ancrage local, je pense à des maisons de retraite par exemple, enfin des EHPAD, je pense à des associations locales qui ont des implantations, etc., mais qui n'ont pas forcément de circulation d'informations sur une échelle plus large que celle du territoire proche. Il me semble que les entreprises, en tout cas, qui ont une cartographie internationale, elles ont peut-être l'avantage de pouvoir repérer des signaux faibles, puis de voir aussi dans d'autres cultures comment ces signaux faibles sont interprétés. Ça, c'est pas simplement la question de savoir si à Wuhan ça circule ou ça circule pas, mais c'est de voir comment les Chinois se comportent, comment les Allemands se comportent, comment les Autrichiens se comportent, comment ça se passe en Italie, pour pouvoir éventuellement se dire, tiens, on a une manière de faire qui peut être différente. Et il me semble que ça peut être un avantage, et je pense que les experts vont reprendre peut-être cette thématique. C'est quand on observe quelque chose qui se passe ailleurs et qui percute, qui transforme l'activité, qui peut avoir des conséquences à la fois sociales et économiques, ça donne peut-être la capacité à l'organisation locale que nous sommes, là, ici, de pouvoir anticiper et pas être dans ce moment de prise de décision, dans un moment de sidération. Parce que les prises de décision prises dans des moments de sidération ne sont pas forcément les meilleures. Elles tombent parfois bien, mais parfois très, très mal. C'est parfois pris dans l'urgence, etc. Et après, naturellement, il y a des traumatismes ou des difficultés ou des erreurs qui, quelque part, sont lourdes de conséquences, tantôt sur le plan économique, tantôt sur le plan social. Peut-être que les experts vont revenir sur cet aspect. Oui, justement. Moi, j'insisterai sur ce point, sur les capacités de prendre de la distance en observant ce qui se passe à l'extérieur et en évitant des phénomènes de sidération. Alors, merci. Justement, on va faire ce lien avec vous, Jean-Luc Jacot. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bien sûr, vous pouvez réagir sur tout ce que vous avez entendu depuis une heure maintenant. Mais j'aimerais quand même qu'on focalise votre intervention surtout sur cette capacité d'anticipation de ces crises. Comment on analyse, qu'est-ce qu'on observe finalement et qu'est-ce qu'on analyse pour peut-être agir en amont de quelque chose dont on sait que ça va survenir d'une certaine manière sans savoir exactement quoi et comment. On est d'ailleurs dans des crises. Il n'y a pas qu'une crise, elle est de nature assez multiforme. Comment vous souhaitez intervenir sur tous ces questionnements qui sont évidemment complexes, et on vous laisse un peu de temps évidemment pour vous exprimer. Et merci d'être là. Merci beaucoup. D'abord, on parle beaucoup de résilience dans les entreprises, c'est un terme à mode. La résilience, ça passe évidemment d'abord en réactivité, sa capacité de réagir par rapport à des événements imprévus. Et ça, je crois que les exemples qui ont été donnés ce matin et dans les différentes rencontres que j'ai pu faire avec d'autres entreprises aussi, moi, je suis vraiment
très épaté finalement par la capacité à réagir positivement et à sortir des ornières qui n'avaient pas été anticipées. Mais en fait, dans la résilience, le maître mot, à mon sens, hein, c'est vraiment l'anticipation. Alors, c'est facile à dire, nous au Cévatec, on est institut d'innovation, donc j'allais dire, c'est un petit peu dans notre métier de base, d'essayer de flairer un peu l'avenir pour que nos développements technologiques qui collent aux attentes des entreprises. Hein. Donc, on passe évidemment plus de temps qu'une entreprise qui elle, est portée par son exploitation immédiate à essayer de flairer un petit peu l'air du temps, entre guillemets. Mais c'est, je crois, un exercice vraiment utile et obligatoire en fait pour un chef d'entreprise pour essayer de prévoir le plus possible les événements. Je ne vais pas vous faire un cours, c'est pas ça mon objectif. Pour ceux qui sont intéressés, redétailler un petit peu. J'avais préparé une diapo, je ne sais pas si on peut la montrer, mais je vais la commenter en tout cas oralement. Si, on la diffuse. Oui, oui. En fait, en 2 mots, juste pour que vous preniez conscience de ce que sont les signaux faibles. C'est la diapo d'après surtout, si vous voulez bien. En fait, tous les signaux faibles existaient sur cette crise sanitaire. Si vous reprenez un tout petit peu de distance, depuis les années 2000, les épidémiologistes annoncent l'arrivée d'une crise sanitaire majeure, sans pouvoir dire quand. Mais faites l'exercice de ressortir un petit peu les articles hein, depuis 2000, des alertes sans arrêt, hein, le SRAS, Ebola, etc. Bon, c'est des épidémies qui ont pu être circonscrites géographiquement, tant mieux, mais c'était des signes plus que faibles, des signaux plus que faibles. Les crises économiques, on a tous l'habitude maintenant de les sentir et de les venir, on sait tous. Mais il faut quand même écouter ce qui se passe. Voilà. Alors, moi, modestement, ce que je vous propose, c'est juste peut-être une toute petite réflexion, un petit peu de prise de hauteur sur ce qu'on est en train de vivre, parce que de notre point de vue, en fait, c'est la première fois, je crois, que la société au sens large a autant de chocs en cours, et ce sont des chocs en cours, ce n'est pas des chocs à venir. Je les appelle chocs parce que vraiment, c'est des ruptures importantes, et je les ai classées comme ça pour vous présenter les choses. La partie haute, finalement, c'est la moins structurante pour les entreprises, et plus on descend vers la base, plus, en fait, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte en avance, parce que ça va changer fondamentalement le travail de l'entreprise ou ses marchés, en fait. Hein. Le premier, peut-être, éclairage, c'est le choc économique, ce qu'on est en train de vivre. On en a eu d'autres avant. Hein. Paradoxalement, finalement, même si c'est celui qui va occuper le plus immédiatement toutes les entreprises, bien sûr, mais finalement, c'est peut-être le moins inquiétant, entre guillemets, ou le moins impactant dans la structure de l'entreprise. Évidemment, il faut jongler avec la trésorerie, c'est clair, il faut reconnecter tous les flux financiers pour que l'entreprise puisse repartir. Il va falloir gérer l'endettement qui est généré, bien sûr. Et il faut peut-être se poser des questions sur comment je suis quand même capable de continuer à investir. Est-ce qu'il faut que je fasse une augmentation de capital pour pouvoir repartir correctement et pas me faire submerger ou ne pas avoir de moyens de réactivité par rapport à ce choc qui est en cours. Voilà. Donc, choc économique, finalement, j'allais dire, vous avez tous l'habitude, enfin, parce que vous êtes encore en vie, hein, c'est le travail, et on vit ça depuis des années dans notre économie ouverte et non contrôlée, entre guillemets. Hein. Le choc sociétal, on a un petit peu de conscience de tout ça, hein, vraiment. Le vieillissement, je vais juste vous donner quelques termes, et puis pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez peut-être me contacter pour aller un peu plus loin si ça vous intéresse. Il y a le vieillissement de la population, et ça a 2 conséquences. Les demandes de vos clients vont évoluer, hein, parce que quand on est jeune, quand on est un peu plus vieux, ce n'est pas les mêmes attentes. Et aussi, vos employés aussi changent. La moyenne d'âge change, il va falloir garder une certaine employabilité des personnes. Donc, ça il faut vraiment anticiper parce que ça a des conséquences puissantes hein, sur l'entreprise. L'urbanisation fait aussi évoluer très, très fort les attentes. Alors, en ce moment, on est en train de dire, ça y est, tout le monde retourne à la campagne à cause du confinement, mais en fait, c'est un épiphénomène. La vraie tendance, c'est l'urbanisation massive. Hein. On sent bien aussi qu'il y a moins d'engagement
des employés dans les objectifs de la société. En tout cas, on zappe un peu plus l'employé, plus se dire allez, on fait affaire ensemble sur un projet parce que ça me plaît, mais demain, je ne fais pas ma vie avec l'entreprise. Hein. Donc, c'est tout ça, les pénuries de certains métiers. On sent bien tout ça, hein, que ça change fondamentalement le fonctionnement. On a des organisations beaucoup plus plates qui sont attendues, moins hiérarchiques, même si le chef est quand même important, hein, pour montrer le sens. Donc, l'évolution, le choc sociétal qui est en cours, pour moi, il faut vraiment faut en prendre conscience et puis essayer de voir comment faire évoluer l'entreprise doucement, bien sûr, ou préparer des plans d'action au cas où il y a des choses qui s'accélèrent. Le choc géopolitique, je ne veux pas beaucoup m'étendre non plus, mais on a le Brexit, hein, donc toutes les entreprises qui sont en contact dans leur clientèle avec d'autres pays doivent se poser la question, qu'est-ce qui se passe si, hein, l'Asie est un petit peu en difficulté, les relations avec la Russie sont délicates, je ne sais pas ce que va devenir les relations avec les pays producteurs de pétrole quand on va réduire notre sourcing de pétrole, hein, et donc l'argent va moins à flot, donc il va se passer des choses. Voilà, donc ça c'est pour moi. Et si vous n'êtes pas international, en fait, vos approvisionnements viennent en grande partie de l'international. Hein, donc, vous avez forcément à prendre en compte les chocs et les risques associés on voit bien, on est en train d'aller vers un monde qui est par plaque géographique, une grande plaque géographique. Et quand on passe d'une plaque à l'autre, il y a forcément des risques objectifs qu'il faut prendre en compte. Le choc climatique, c'est très concret. Hein. Bien sûr, la température a tendance à augmenter, on voit tous, mais ça, c'est un peu informel. Mais posez-vous tous la question. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des rafales de vent, par exemple, plus importantes? Est-ce que mon entreprise n'a pas des soucis? Parce que le vent est lié à la température, hein, ou des périodes de sécheresse importantes. Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Ou des canicules importantes, ou des manques d'eau, par exemple, ceux qui consomment de l'eau. Il va y avoir un problème, c'est sûr. Ce n'est pas des signaux faibles, hein, on voit tous ça. Le choc écologique, je veux juste pointer du doigt 2-3 petits points. Pour moi, c'est différent du choc climatique, même si évidemment il y a une liaison. Hein. Mais je vais juste pointer du doigt la matière première. La matière première, c'est la crise de demain, hein, pour l'industrie en tout cas. Parce que la matière commence à manquer. Donc, les prix vont exploser, c'est sûr. On sait déjà le cas dans certaines matières premières. Voilà, donc il faut se poser la question de comment je suis moins dépendant de certaines matières qui sont déjà un peu en rupture, ou comment je peux changer un petit peu ou diversifier mes approvisionnements. Le coût de l'électricité va exploser en France, c'est à peu près sûr, c'est écrit déjà ça. Hein. La taxe carbone va aussi augmenter. Vous voyez, il y a des choses très, très concrètes. Hein. Et puis, pour finir, le choc technologique. Alors, nous, à Metz, on travaille pas mal sur l'usine du futur. Moi, j'aime pas trop ce terme, c'est plutôt le futur des usines qui m'intéresse, parce que c'est plus concret. Et je voudrais juste vous faire prendre conscience vraiment que les technologies, c'est pas du futur, c'est maintenant vraiment, il y a des choses qui sont disponibles. Et évidemment, les entreprises qui intègrent ces technologies dans leur mode de fonctionnement et dans leur usine, des modes de fabrication aussi, ou leurs produits qu'ils fabriquent, hein, vont prendre de l'avance, vont se différencier du prix, la seule différence de prix. Hein, l'innovation technologique, c'est pas, je cherche pas à faire une vitrine technologique, hein, enfin une usine super belle à visiter, c'est pas ça. C'est comment je produis plus efficacement et je me différencie des autres. Voilà. On est un pays cher en France, hein, main-d'œuvre chère, donc il faut être plus intelligent que le voisin. C'est aussi caricatural que ça si on veut pouvoir survivre. Voilà, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, mais ce que je voudrais surtout peut-être vous faire sentir, et c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire, hein, j'en ai bien conscience, hein, c'est qu'en fait, les signaux faibles, ils sont tous là. Tout ce que je vous ai dit là, vous le savez aussi bien que moi. Sauf que peut-être, prenez un tout petit peu de temps régulièrement pour vous poser ces questions et qu'est-ce qui se passe ou comment je peux me préparer ou anticiper des choses par rapport à ces signaux faibles dans mon entreprise pour me préparer, me positionner ou repositionner parce que c'est des navires un peu lourds à changer, donc il faut l'anticiper. Voilà les petits messages très modestes, hein, que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Moi, j'ai juste une question qui me vient très spontanément, Jean-Luc Jacot. Même si je suis un dirigeant et M. Stocky, assurément, vous a écouté,
et se dit je vais faire ça. Et d'ailleurs, je le fais déjà un petit peu. Mais si je le fais moi tout seul dans mon coin, ça va pas le faire, ça suffit pas parce que j'ai pas d'impact sur ces grandes masses que vous venez d'évoquer là. Parce qu'évidemment, il faut une réflexion plus collective aussi pour anticiper et pouvoir gérer tout ce qui nous arrive sur les 6 volets que vous évoquez. J'aimerais bien pouvoir passer ces messages aussi à nos responsables politiques et de société. Je pense qu'ils en sont aussi conscients que nous en tant que citoyens. Mais je ne sens pas bien venir cette prise en main, entre guillemets, pour essayer d'anticiper l'avenir. Alors, dans ces conditions, je pense que au moins chaque entreprise ou chaque groupe d'individus, familialement peut-être aussi, mais chaque groupe d'individus et donc l'entreprise en est un, faire ce qu'il peut à son niveau, c'est déjà au moins protéger le plus possible son entreprise. Parce que finalement, par exemple, le choc sociétal, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses dans son entreprise pour permettre à ses employés, par exemple, de pouvoir continuer leur carrière un petit peu plus loin tout en restant productifs, adapter des postes peut-être, peut-être aussi réserver un certain nombre de métiers à des gens qui ont de la bouteille. Finalement, ils ont beaucoup de choses dans la tête et c'est dommage de les faire partir parce qu'ils sont un peu moins productifs physiquement. Voilà, donc comment je suis capable de capter toute cette connaissance qui est dans la tête des gens là, et qui vont partir en retraite pour que l'entreprise puisse en bénéficier d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire vraiment au niveau de l'entreprise et qui a tout son sens. Finalement, une entreprise, c'est vraiment de la mobilisation de savoir-faire. Le plus efficacement possible. Ces savoir-faire, comment je les capitalise, comment je m'arrange pour les diffuser, c'est pas simple parce que l'expérience se transmet pas beaucoup, c'est pas facile, mais juste pour refaire un pontage avec la technologie, il faut quand même savoir que les technologies d'intelligence artificielle, par exemple, permettent de capitaliser un certain nombre d'expériences vécues et ensuite de les rendre disponibles pour les interventions des gens qui n'ont pas eu accès à cette expérience. Voilà. C'est juste des choses très concrètes qui sont aujourd'hui disponibles, entre guillemets, qui n'étaient pas hier et qui permettent de capitaliser, par exemple, la connaissance et l'expérience des gens qui sont un peu plus anciens dans l'entreprise. Merci pour ces éclairages. Je ne sais pas si vous êtes venu avec vos supporters, mais en tout cas, vous faites un tabac sur le chat. Tout le monde adore votre intervention. Donc, c'est super. Évidemment, on ne peut que la saluer. En effet, elle est brillante et très éclairante sur le sujet du jour. Et je voudrais tout de suite passer la parole à Brigitte Borja de Mozota parce que vous allez être très complémentaires tous les deux. Enfin, je l'imagine en tout cas, vous connaissant un petit peu. Madame Borja de Mozota, alors ces perturbations qui ne sont pas encore passées, mais bon, on est en cours, mais celles aussi à venir finalement qui sont évoquées par Jean-Luc Jacot, est-ce qu'elles appellent finalement à des organisations qui doivent se transformer, qui doivent se renouveler? C'est un peu votre matière. Comment concevoir ces organisations que vous parlez de design management, donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez déjà cette notion et en quoi cette approche finalement est-ce qu'elle est pertinente pour gérer les situations qu'on vit, c'est-à-dire les situations de crise. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, écoutez, j'ai noté plein de choses, mais je voudrais dire déjà que on a eu 2 expériences d'entreprise qui étaient déjà bien designées. Donc ça, c'est déjà… C'est la bonne nouvelle du matin, ça. C'est la bonne nouvelle du matin. S'il n'y a pas du bon design au départ et si vous voulez du bon leadership, à la limite, les sciences du design ne peuvent pas faire grand-chose pour aller peut-être au-delà déjà de… Donc, les designs d'un management, c'est assez simple. Pour moi, c'est assez simple, c'est-à-dire, est-ce que le design peut me rendre meilleur manager? Et inversement, est-ce que le management peut me rendre meilleur designer? C'est quelque chose qui est à la fois très concret et qui se pose la question effectivement du pont entre les sciences de la conception
Et l'entreprise est simplement un objet qui est conçu. C'est peut-être un système d'objets, mais c'est tout simplement un objet aussi. Et en quoi finalement la pertinence du good design peut s'adapter à l'entreprise. Alors, moi j'ai retenu dans ce qui a été dit surtout par M. Jacot la pertinence de son triangle, que moi je prends pour un iceberg, c'est-à-dire que j'aurais vu la ligne de l'eau dans le triangle, c'est-à-dire que finalement, et je trouve que M. Jacot l'a dit très bien, tout est là, il ne faut surtout pas parler de signaux faibles, c'est des signaux forts qui sont là, et qu'il faut, c'est comme si vous voulez, il faut faire passer l'inconscient à la conscience, quoi, quelque part, et complètement renverser le triangle. Pour moi, c'est vraiment renverser le triangle et partir de la base. Alors, qu'est-ce que les sciences du design et les designers peuvent faire? D'abord, c'est, s'il vous plaît, pensez aux designers. Voilà. Ça, le problème, c'est qu'on ne pense pas aux designers pour ça. Pourquoi? Si je dis que les entreprises qui ont été données en exemple sont finalement pertinentes par rapport à nous, sciences du design, il y a une ouverture sur l'extérieur très forte de l'entreprise par un statut d'international, tout simplement. Mais le côté international, finalement, impose à l'entreprise un management tourné vers l'extérieur. Ce n'est pas forcément vrai tout le temps, puisqu'on a souvent aussi une logique, quelque part, de travailler, oui, en proximité, hein, avec une concurrence que l'on voit dans l'industrie. Alors qu'on voit bien maintenant qu'on est devenu une économie complètement liquide et que la notion même de concurrence dans l'industrie ne se pose même plus, puisque finalement, on est tous concurrents par rapport à une expérience de l'employé, par rapport à une expérience du client. La notion même d'industrie, maintenant, elle devient beaucoup plus floue. Et par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que l'on sait déjà, on voit bien que les choses ne bougent pas. Donc moi, je trouve formidable le groupe que vous avez fait, parce qu'il faut continuer. S'il vous plaît, continuez avec des designers. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les compétences, on ne les a pas. On ne les a pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui se passe dans une école de design, c'est quand même des compétences que l'on développe. Or, ces compétences-là, moi, en 30 ans, 35 ans, 40 ans de travail avec les entreprises, je n'ai jamais vu une entreprise qui se dise, avant même de poser la question de travailler avec un designer, d'aller regarder dans une école de design les compétences qu'on apprend. Or, on le sait, maintenant je peux vous envoyer tous les articles de recherche et les publications, et je suis à Metz et j'ai toute une pièce avec des bouquins. Je peux faire des podcasts de 10 minutes tous les jours pour vous expliquer tout ça, mais il faut qu'on avance, il faut qu'on avance beaucoup plus vite, et il faut qu'on avance ensemble. Et ce qui est formidable, c'est qu'il faut avancer maintenant au niveau des territoires. Il faut que les territoires vraiment se prennent en main ensemble pour expérimenter des choses. Et la notion même, si vous voulez, d'expérimentation, c'est justement quelque part ce qu'on apprend à des étudiants dans des écoles de design. C'est-à-dire que la logique même de la pédagogie dans les écoles de design est quelque part une soft skill qui devient une hard skill pour faire face à l'avenir. On va devoir expérimenter des liens sur le plan système entre les notions, et ça, le triangle était parfait, parce que vous mettez des flèches avec tout ça, et maintenant, qu'est-ce que vous faites en tant que dirigeant? Parce que vous avez à mettre des flèches avec tout ça, et ne plus avoir une seule logique de silo, un coup la technologie, un coup le marché, un coup les finances, un coup… Il y a, si vous voulez, une reformulation de la fonction qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est difficile pour moi même de trouver les mots pour vous convaincre, si ce n'est peut-être essayer de dire, continuons à expérimenter comme vous l'avez fait, l'audit, il est fait, l'objectif, il est clair, les moyens ne sont pas là. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas là,
Les moyens, c'est des gens qui pensent comme des designers qui vont les apporter. Et cette mode de pensée du monde du design et aussi des artistes est celui dont on a besoin en ce moment. Parce que c'est justement un mode de pensée qui a l'habitude de faire des liens avec des choses qui jusqu'ici étaient séparées. Alors, il y a des bouquins sur le design du travail, il y a des modèles intellectuels aussi. On voit très bien que les sciences du design aident aussi à recréer du sens par cette logique justement de la prospective. J'arrête parce que peut-être déjà, je voudrais peut-être avoir un retour sur ce que je dis, mais coordination, innovation dans les usages, nécessité d'une innovation beaucoup plus quelque part pluridisciplinaire, mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots de pluridisciplinarité? Et ensuite, l'importance quelque part de la capacité de transformation profonde. Et quand on va dans des transformations profondes qui sont culturelles, qui sont de l'ordre de la création du sens, qui sont de la création de la confiance, il n'y a pas d'autre moyen que l'expérimentation. Et quelque part d'un learning by doing. Et ça, c'est la grande force des territoires à l'heure actuelle, de pouvoir créer ces espaces de learning by doing. Et bon, je m'arrête pour le moment. Ben, merci pour tous ces éclairages. Alors, qui souhaite interagir avec vous hein, très spontanément? Je vois que Guy Cambianica est toujours actif sur le chat. Jean-Michel Schweitzer pourrait peut-être aussi nous éclairer, ou Slimane Bouraï, bien sûr, sur les observations faites dans les autres organisations que vous avez accompagnées dans le cadre de notre opération, pour voir comment interagissent ces notions qui viennent d'être évoquées, notamment par Brigitte Borja de Mozota. Qui souhaite s'exprimer? Et bien sûr, Monsieur Stotti, vous intervenez à tout moment, vous êtes invité permanent chez vous-même. Peut-être brièvement pour partager quelques... et puis faire une prolongation par rapport à ce que vient d'évoquer Brigitte Borja de Mozota à l'instant. Moi qui ne suis pas des sciences du design, j'observe quand même que, mais c'est peut-être une question de vocabulaire, Brigitte, vous nous le direz, j'observe quand même que finalement, les entreprises qu'on a rencontrées, Slimane le confirmera-tu, mais elles ont été des artisans du design sans le dire, quoi. C'est-à-dire que vous avez quand même, dans un temps record, me semble-t-il, modifié les organisations, vous avez quand même... comment transformer le travail, modifier les organisations. Je fais le pari quand même que dans toutes les entreprises qu'on a rencontrées au mois de janvier 2020, personne n'imaginait qu'au mois d'avril 2020, vous en étiez dans cette organisation professionnelle-là. C'est-à-dire avec du télétravail, avec des gens qui travaillent de manière particulière, le fait de plus saluer, de plus faire de réunions, de se mettre à distance pour se parler, etc. On n'imaginait pas à ce moment-là que ça puisse être possible. C'est-à-dire vous avez, enfin, il me semble-t-il, peut-être que vous pourrez le dire, mais il me semble que vous avez fait un effort. Alors, nous, on dit peut-être dans les sciences sociales du travail, des efforts d'organisation. Vous avez fait alors, est-ce que c'est du design? Brigitte Borja de Mozota nous le dira, mais vous avez fait un effort absolument remarquable, me semble-t-il, de reconception de l'organisation pour pouvoir tenir ce double objectif, tenir l'aspect économique et en même temps tenir l'aspect social dans les entreprises. Il me semble que quelque part, ces efforts ont été faits. Quand même, dans des cas d'entreprise, alors c'est pas le cas d'ABS Métallurgie ou de Mathieu Hébard qui sont des cas différents, mais quand même dans des entreprises, il me semble que les organisations ont été à plat pour ces raisons-là, c'est-à-dire en incapacité de pouvoir changer d'organisation dans un temps relativement rapide, avec des fonctionnements un peu plus souples, un peu plus disruptifs, et donc dans une difficulté de redesigner, on va dire, l'organisation. Et peut-être que vous pourriez en dire un mot aussi. Il me semble que, par exemple, chez ABS Métallurgie, vous avez quand même, pour partie, modifié l'organisation. Je crois même que sur l'équilibre, vous pourriez lire, entre recherche et prestation de services, vous avez tenté de rééquilibrer aussi on va dire, les efforts pour pouvoir s'adapter au contexte d'une demande qui était accélérée du côté de la prestation. Effectivement, nous travaillons essentiellement pour le groupe sur des projets de recherche, mais nous avons aussi On vous entend.
1, 2, 1, 2. Oui, on vous entend. Là, c'est bon. Vous m'entendez? Ok. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je les ai fait... Ah oui, on travaille essentiellement pour le groupe qui s'était mis à l'arrêt pour le lockdown imposé par le gouvernement italien. Et du coup, on a réorienté un petit peu nos efforts en laissant une place à la prestation. Donc, c'est une activité qui n'est pas majoritaire chez nous, mais c'est des études pour des clients qui ne sont pas du groupe. À laquelle on a donné une place favorable, étant donné que nous aussi, on était resté présents sur le marché et donc à l'écoute des clients qui, eux, avaient du mal à retrouver leurs interlocuteurs. Donc effectivement, on a un peu tiré notre épingle du jeu à ce moment-là en gagnant de nouveaux clients grâce à la défaillance de nos concurrents. On parlait avant des concurrents, mais effectivement, là, on a été chanceux sur cette partie-là. Et aidé par le fait effectivement qu'on a pu maintenir l'activité et qu'on a su donc réorganiser un petit peu notre façon de travailler et du coup d'écouter les besoins des clients présents. Je voulais juste rebondir aussi, je voulais en profiter. On parlait avant de learning by doing, mais je pense que moi j'aime bien aussi learning by failing. Donc il ne faut pas avoir peur d'essayer, mais aussi de ne pas avoir peur de se tromper. Quitte à faire marche arrière et à continuer à réinventer, à aller chercher le modèle qui correspond à notre réalité. Voilà. Madame Borja de Mozota, tout à l'heure, vous souhaitiez réintervenir. Alors, je vous redonne la parole. J'ai commencé par dire que j'ai trouvé qu'effectivement, les entreprises dont nous avions l'exemple ce matin avaient parfaitement, si vous voulez, fait du design d'entreprise centré sur l'humain, visiblement avec un leadership culturel fort et en même temps avec des logiques d'adaptation internationale, de regard sur l'international. Donc, j'essaie peut-être de penser ensemble ce que vous avez construit en tant que groupe d'entreprise, que je trouve d'une grande richesse, pour continuer quelque part. Hein. Donc, je suis pas, je dis qu'il y a du bon design aussi dans le fait d'avoir constitué ce groupe. Parce que les enjeux sont tels que ça va être quand même un petit peu difficile d'y aller tout seul. Il y a quelque chose qui me paraît très important aussi, que j'ai entendu du discours des deux entreprises. J'ai entendu très souvent, ils ont vu, ils ont le regard, etc. Donc cette logique de l'observation, cette logique, si vous voulez, du regard, elle me semble aussi très importante. Puisque maintenant les signaux faibles sont vraiment des signaux forts, la capacité de continuer à se poser les questions, de travailler ensemble sur ces questions avec des compétences, moi, que j'estime là, hein, c'est-à-dire celles du design. On a, pardonnez-moi, mais c'est vrai que, comment dire, l'évolution de la fonction design dans les organisations, elle est là. Alors, elle n'est pas connue. Qu'est-ce que je peux faire aussi, quelque part, pour quand je dis science du design, il y ait une compréhension de ce que c'est, sans que ce soit, comment dire, je suis un peu gênée, je vous avoue, je suis très gênée dans mon pays, c'est vrai. Ma capacité, moi, de chercheur installé à Metz, me dit oui, c'est un territoire qui est bienveillant, c'est un territoire qui est innovant, qui a une culture industrielle,
c'est un bon territoire pour développer une compétence et qu'on aille plus loin ensemble là-dessus, sur le plan sociétal et sur le plan des transformations. Mais je sens toujours, je sens toujours un petit peu des difficultés de dialogue parce que souvent le design n'est pas connu, en particulier dans sa dimension de centrer sur l'humain. Un designer, s'il n'a pas un humain, il ne fait rien. Peut-être c'est lié au fait que ce soit aussi à prendre en compte dans la notion d'innovation, hein, parce que finalement, vous parlez aussi d'innovation d'une certaine manière, et l'innovation est toujours un petit peu compliqué à faire passer, n'est-ce pas, Monsieur Jacot? Parce qu'on parle de choses qui n'existent pas par définition. On est sur des trajectoires qui pourraient nous amener à quelque chose, mais on ne sait pas exactement vers quoi. C'est peut-être ça aussi qui vous gêne, Madame Borja de Mozota. Monsieur Jacot, qu'est-ce que vous en dites? En fait, l'innovation, c'est la culture du risque, hein, comme ça a été plusieurs fois en réalité. Hein, même si on essaye tous de limiter au maximum les risques en anticipant, en faisant des essais modestes d'abord et puis après passer à l'échelle, etc. L'innovation et donc l'avenir aussi, d'une façon générale, c'est forcément risqué et il faut que l'entreprise accepte ça et l'intègre dans son mode de fonctionnement. On a parlé effectivement d'essais-erreurs. Je pense que c'est ça l'approche, oui. Est-ce que… Si tu le permets, Guy, je voudrais rajouter quelque chose. Justement, j'allais passer la parole à nos invités. Qui rapproche un petit peu le point de vue de Brigitte Borja de Mozota et le point de vue de M. Jacot. Moi, j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt à la présentation de Lille capitale du design 2020. C'était quelque chose d'extrêmement intéressant et notamment l'intervention ou les prestations qui étaient faites par le groupe Decathlon, dans lequel on disséquait totalement effectivement ce qu'était le rôle du design par rapport à l'évolution d'une entreprise. Et ces éléments-là peuvent être revus et vous pourriez d'ailleurs faire des liens avec, parce qu'ils ont été mis sur Internet, on peut les retrouver dans YouTube, ces interventions, et elles sont tout à fait enrichissantes du propos de Madame Borja de Mozota sur le lien qu'on peut faire entre l'innovation dans l'entreprise, l'écoute apportée par le design et surtout l'état d'esprit que ça implique, hein, puisqu'il y a le designer, mais il y a aussi l'encadrement, le management, et cette espèce d'osmose entre les deux qui fait qu'une entreprise est plus apte à innover et à s'en sortir par rapport à d'autres parce qu'elle a cette plasticité. Voilà, c'était juste… Je vais vous remercier de cet exemple. J'ai accompagné le groupe Decathlon depuis les années 2000 quand on a mis en place une nouvelle structure, etc. Je veux dire que c'est cette connaissance-là, je pense, qui est peut-être à partager, effectivement, et qui peut nous enrichir. Merci. Alors, je voulais passer la parole à Slimane, décidément. On ne s'est pas dit, mais je voulais en effet vous passer la parole, cher ami. Merci, Guy. Désolé. Oui, je voulais juste profiter de ce débat pour dire, d'une part, qu'il est très intéressant et qu'il est souvent révélateur de ce qui est invisible dans les organisations, dans les entreprises. Finalement, ce débat souligne juste une chose, c'est que les sciences du design existent dans les pratiques professionnelles, dans les entreprises, sauf qu'à un moment, il faut qu'il y ait tout simplement un spécialiste, un expert de ce domaine, de cet univers pour pointer du doigt ce qui est bien fait, pour structurer ce qui est fait de manière spontanée, naturelle,
il faut un expert pour organiser et capitaliser ces pratiques professionnelles. Et c'est, à mon avis, le rôle qu'on doit jouer. C'est, à mon avis, ce rôle-là qu'on doit mettre en œuvre dans les entreprises qui ont besoin de ces compétences et de ces expertises. C'est ce rôle-là, à mon avis, qui est crucial et qui va faire que les entreprises seront mieux outillées, que ces entreprises seront mieux préparées pour effectivement des crises multiples qui malheureusement vont arriver, bien entendu. Alors, je voudrais vous laisser la parole, Slimane, parce que je vois là encore le chrono qui tourne, pour clore cette séquence de Mathieu Hébert, peut-être pour évoquer les points de vigilance ou peut-être aussi la capacité qu'a cette entreprise, que démontre cette entreprise à continuer de mobiliser ces parties prenantes pour continuer à faire cette veille et qui lui permet d'anticiper, parce que vous l'avez bien souligné, c'est une entreprise qui a été capable, comme ABS, métallurgie, de profiter des signaux faibles ou forts, en tout cas des signaux précurseurs de ce qui est en train de se passer pour continuer de gérer la capacité de travailler dans des conditions le moins dégradées possible, de gérer aussi émotionnellement les choses, parce qu'il y a aussi eu cette dimension qui est ressortie dans les témoignages, on le sait. Donc peut-être un petit mot pour clore cette séquence sur ces points-là. Très rapidement, je pense que nombreux sont ceux qui ont été vaccinés par cette crise, nombreux sont ceux qui ressortent plus forts après cette crise. Et de Mathieu Hébert Maintenance ou de Mathieu Hébert Group est un exemple qui illustre parfaitement ça. Je rajouterais que, bien entendu, il faut miser sur le facteur humain, bien entendu, il faut miser sur les compétences, bien sûr, il faut miser sur la digitalisation, bien sûr qu'il faut miser sur la technologie, le management, finalement, l'innovation, finalement, tout ce qu'on a dit au fil des 5 ateliers et des thèmes qu'on a repérés, décortiqués et qu'on propose au débat dans le cadre de cette action collective. Je rajouterais que c'est une histoire c'est une histoire aussi de temps, de culture, d'apprentissage, de croyances et de conviction des dirigeants et des équipes qui composent ces entreprises. Voilà. Un propos plutôt synthétique et optimiste. Merci, ça nous fait du bien d'avoir un peu d'optimisme dans l'air ambiant. On va peut-être aborder, sauf si quelqu'un souhaite encore s'exprimer, mais il peut aussi le faire dans cette phase conclusive de l'atelier, pour respecter le timing, parce qu'on a tous plein de choses à faire de cette journée de vendredi. Je vais peut-être démarrer avec vous, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on a appris finalement pour développer sa résistance en situation de crise? Allez, c'est une grosse question, mais qu'est-ce qu'on retient et comment on sort finalement plus fort après la crise, puisque c'est quand même l'emblème de toute cette démarche que nous conduisons collectivement. Et merci à tous et à toutes et à tous d'ailleurs pour nous aider à la conduire, cette démarche. J'aurais en tête peut-être juste ce qui s'est dit dans cet atelier-là, c'est-à-dire, beaucoup d'enseignements sont intéressants, mais je ne vais pas tous les reprendre, c'est pas l'objet. Mais je resterai moi sur quelque chose qui est que probablement que cette crise crée l'opportunité, me semble-t-il, pour toutes les organisations et les entreprises, d'observer que finalement les organisations sont pas, si stables que ça, quoi, et que quelque part un virus qui est invisible, qui est de l'ordre de l'infini un petit peu ébranlé, mais alors radicalement, une organisation, qu'elle soit internationale, mondiale, locale, etc. Je crois que j'ai appris de cette crise-là que finalement les perturbations peuvent être absolument majeures et les organisations finalement ont dans leurs compétences, me semble-t-il, probablement une valeur importante qui est de cultiver l'idée d'être, agile, résistante, proactive par rapport au schéma que nous a présenté M. Jacot tout à l'heure, c'est-à-dire que les autres perturbations, on n'est pas sorti de ces perturbations-là, mais les autres perturbations à venir vont probablement encore beaucoup bousculer les entreprises.
je pense qu'il faut qu'on ait, enfin, comment dire, peut-être que cette crise nous apprend, c'est que il faut avoir effectivement des points de vigie pour regarder ce qui se passe et faire des hypothèses sur les enjeux économiques, écologiques, environnementaux, comme M. Jacot nous l'a dit. Mais en même temps, il faut apprendre, je pense collectivement, au niveau de l'entreprise, au niveau d'un groupe, au niveau d'un territoire, à, comment dire, faire des scénarios qui sont différents, pouvoir être agile, être capable de quelque part oublier certains pans de son organisation pour passer à une autre forme d'organisation. Et peut-être que les entreprises qui quelque part vont gagner de la valeur ajoutée sur les territoires ou dans leur segment d'activité seront celles qui vont réussir, à mon avis, à cultiver cette culture. Alors, le mot agile est peut-être un peu galvaudé, je pense, on va peut-être utiliser d'autres mots, mais en tout cas, cette culture de la alors je sais pas si c'est du design, mais en tout cas d'un changement d'organisation, de modification organisationnelle. Mais là, du coup, ça veut dire aussi plein d'accessoires, de l'innovation, mais moi j'ajoute aussi, on l'a vu dans d'autres ateliers, du dialogue social aussi, c'est-à-dire de la participation des salariés, du dialogue social, une forme d'agilité, naturellement, ce qui est de l'ordre, on va dire, de la stabilité, peut poser quand même un certain nombre de problèmes dans ces perturbations majeures. Jean-Luc Jacot et Brigitte Borja de Mozota, peut-être un point, chacun d'entre vous, pour nous exprimer votre manière de sortir plus fort de la crise. Qu'est-ce que vous nous invitez à faire? Qu'est-ce que vous invitez à vous-même à faire pour vous-même dans vos propres organisations ou dans vos travaux de recherche? Oui, je crois que cette pandémie, finalement, joue le rôle de révélateur. Hein. On parle beaucoup du monde d'après. En fait, le monde d'après, ce n'est pas une rupture qui va se passer instantanément, mais c'est un changement incontestable de pente. Et donc, l'évolution de la société va bouger, c'est sûr. On passe d'un siècle, je pense que on passe seulement maintenant dans le 21e siècle, quelque part. On sort d'un siècle où la puissance occidentale capitalistique finalement était devenue presque un peu arrogante, hein, finalement, parce qu'elle avait prouvé sa puissance. Et on arrive dans un monde, je crois, où ça va décoiffer. Le monde va bouger vite, je pense, vraiment. Et on parlait des signaux faibles qui deviennent peut-être forts, j'en sais rien. Mais en tout cas, préparons-nous parce que ça va décoiffer, mais ça va aussi rebalayer les cartes et on a toute notre pertinence, je crois, à essayer de se repositionner dans ce torrent qui nous emmène là, montons sur le surf et puis prenons les choses en main pour diriger la barque, quoi, de l'entreprise. Et je pense qu'il y a des opportunités vraiment puissantes qui sont probablement à portée de main du coup pour chacun. Brigitte Borja de Mozota, je ne sais pas si vous préférez le surf ou la barque, mais qu'est-ce que vous nous dites pour sortir plus fort? Plus fort ensemble, déjà. Hein, bien penser qu'un dirigeant, finalement, c'est un designer. Il design son entreprise. Que ce couple, et que jusqu'ici, peut-être, il y a du design silencieux. Nous, on appelle ça effectivement silent design, c'est-à-dire un certain nombre de décisions qui sont des décisions de conception et qui sont prises dans l'entreprise et qui sont silencieuses et qui peuvent être peut-être optimisées avec les capacités des designers. Ensuite, se poser aussi le fait que l'univers du design est un univers prospectif dans son essence et que pour nous, ça a toujours été la crise, quoi, quelque part. Parce qu'il y a toujours eu cette vision d'un monde meilleur. Un designer, il est là pour ça. C'est pour ça qu'il choisit ce métier. Et donc, c'est pas nouveau d'aujourd'hui qu'on a eu envie de changer le management, qu'il soit plus humain, de rendre la technologie plus humaine, de rendre le monde plus beau, etc. Quelque part, c'est dans l'ADN des designers. Donc, voilà, moi, je voudrais porter ce message qui est le message d'une communauté, qui est quelque part peut-être une communauté auquel on ne pense pas toujours, mais qui est là. Et j'ai même le message d'écoles de design qui cherchent des territoires pour expérimenter et qui cherchent des groupes pour expérimenter, envoyer des étudiants en stage, etc. Il y a
repositionnement aussi de tout le domaine d'éducation du design en France vers aller dans les collectivités locales, les associations, le gouvernement, etc., pour porter des choses très fortes comme le design de la démocratie ou quelque part donc on est là quoi quelque part, mais on a toujours été là. C'est ça aussi qu'il faut. Il n'y a pas de changement pour nous. Il n'y a pas de changement. Il y a simplement une accélération et peut-être par contre une connaissance scientifique. Parce que si je porte ce discours, je le porte en tant que professeur des universités et avec des logiques scientifiques. Il ne s'agit plus de parler uniquement d'émotions, même si ça me paraît très important aussi de gérer les émotions dans la création de sens des entreprises. Il s'agit maintenant de porter une science qui s'est structurée depuis 30 ans, qui est jeune, mais qui s'est structurée et qui est à votre disposition, quelque part. Merci beaucoup. J'ai vu une petite main qui s'est levée, Daniel Mayer. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite ou parce que je ne les vois pas forcément tout de suite. Donc, pardon si je suis en retard. Peu importe, c'était juste un petit mot qui englobe tout ce que j'ai entendu ce matin, qui était hyper intéressant. Alors, je peux le faire tout à la fin ou c'est un peu un mot de Candide, mais en lien avec tous les sujets. Allez-y, parce qu'on est à la fin, donc c'est maintenant ou jamais. Je vais être rapide. Alors, plusieurs choses. Le mot agile a été utilisé, donc c'est clair. Alors, juste pour dire, je travaille dans un groupe qui s'appelle APAV, qui a 154 ans, donc qui fait preuve d'agilité puisqu'il a dû en voir d'autres. Hein. La crise de 2020, le groupe a profité pour se remettre en cause dans une nouvelle raison d'être qui colle au sujet d'aujourd'hui et à l'avenir. La vision de par ce groupe que j'ai, c'est alors on a des clients qui sont de l'entreprise unipersonnelle jusqu'aux groupes mondiaux. Ça me permet d'avoir une vision très large après 20 ans de présence dans le groupe. Et puis pour faire le lien avec le sujet de design, là je peux apporter un petit complément personnel lié un peu à tout ça. Alors, juste pour, en quelques mots, hein, j'ai quelqu'un de très proche dans la famille, je ne vais pas le citer, mais c'est mon fils aîné, qui fait partie des nouveaux designers qui ont émergé sur les années passées. Il a fait une école de design sur 5 ans dans laquelle il a été major de promo. Il est parti dans un groupe constructeur allemand, à 3 lettres que je ne citerai pas, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais pour illustrer le propos du design. Et les designers fonctionnent en mode projet actuellement. Donc, j'ai tous les jours des infos, j'échange avec lui parce que je suis passionné de tous les sports mécaniques. Voilà. Et le fonctionnement en mode projet d'un designer correspond à la vision qu'a exprimée Mme Borja de Mozota. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, les designers, ils travaillent, je parle pour son cas, pour l'illustrer concrètement, hein, ils travaillent avec une vision d'avenir de 4 à 6 ans sur les produits, les véhicules qui vont sortir, que ce soit 2 roues, 4 roues, peu importe. Il travaille sur une vision à 4 à 6 ans actuellement. Donc, bien sûr, il ne peut pas m'en dévoiler les sujets sur lesquels il travaille, mais le mode de fonctionnement, je le connais parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça dès lors qu'il a commencé à fréquenter l'école de design. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ce mode projet d'un designer fait qu'on lui met entre les mains une réflexion d'avenir, c'est-à-dire que c'est à eux d'imaginer les produits du futur qui seront, entre guillemets, sexy, vendables, qui colleront à un besoin des clients, ce qui fait qu'il intègre dès le mode projet, alors au stade prototype, parce qu'ils travaillent au stade des prototypes, ils intègrent à ce moment-là un aérodynamicien, un mécanicien, un carrossier, un électronicien, enfin, il intègre toutes les compétences dans son groupe pour développer un proto, voilà, et avec un cahier des charges qui lui est fourni par le groupe qui a cette vision d'avenir. Hein, et tous les constructeurs fonctionnent comme ça, les constructeurs automobiles. Et on voit bien les progrès qu'ils ont fait en termes de design. Hein. Vous prenez les véhicules d'il y a des décennies passées, ils étaient moches. Pourquoi ? Parce qu'on privilégiait, sans être péjoratif, on privilégiait l'ère de l'ingénieur, hein, celui qui avait le savoir. On ne mettait pas dans la boucle ceux qui réfléchissaient à l'avenir. Voilà. Et ce mode, il a complètement changé en quelques décennies. Voilà, la petite contribution personnelle, mais en lien avec un peu tous ces sujets que en effet, pour apporter.
Merci beaucoup pour cette contribution. Slimane Bouraï, un mot. C'est normal que je vous donne aussi la parole pour dire un petit mot de conclusion, d'ouverture peut-être, d'autant plus qu'on en est à notre 5e et dernier atelier. Qu'est-ce qu'on aura appris finalement pour être plus fort? On aura appris à réfléchir, on aura appris à apprendre de notre capacité d'adaptation, on aura appris à partager, à mieux partager, à mieux communiquer. Et puis, je pense qu'on a inscrit dans l'inconscience collective que on va devoir imaginer le monde de demain et vivre différemment de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. À mon avis, ça redéfinit aussi notre manière d'être sur cette planète, de vivre avec autrui. C'est à mon avis ça qui se dessine tout doucement. Merci beaucoup. Alors, Madame Payet, Monsieur Stocky, on voudrait évidemment vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous nous avez réservé ce matin dans vos locaux, pour le temps que vous avez consacré et aussi toute l'intelligence que vous avez apportée dans ce propos collectif de 2 heures. Donc, on n'a pas vu le temps passer. Je vous passe la parole à tous les deux. Allez, pas de protocole pour dire peut-être un mot d'ouverture aussi, un mot de conclusion. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout d'abord, c'était un plaisir de vous accueillir. Moi, je voulais remercier à mon tour le club de nous avoir permis de participer à cette expérience avant tout pour nous introspective, qui a permis de faire le point, de nous positionner un petit peu par rapport aux différentes méthodologies, aux différentes expériences, et ensuite d'avoir pu partager au travers des différents ateliers l'expérience avec 2 entreprises. Je pense effectivement, ça permet de voir le bon et le mauvais et d'améliorer surtout le mauvais et continuer à être. On a parlé d'agile, mais donc agile et redesigner pour pouvoir s'adapter au mouvement de l'iceberg et essayer d'encaisser, enfin plus qu'encaisser d'ailleurs les coups, parce que la résilience aussi, nous on en fait pas mal, flexion par choc, donc à résister aux chocs, aux différents chocs qu'on a vus et donc traverser le temps. Tout en s'adaptant aux futurs changements qui nous seront imposés par ces chocs. Voilà ce que vous pouvez nous souhaiter, en tout cas, pour notre pérennité, sachant que nous, on est un peu confrontés, comme tout le monde, à tous ces chocs, et notamment en tant que producteur d'acier. On a parlé avant des ressources, donc nous, on sent aussi déjà cette grande difficulté. Merci, merci pour ce propos. Madame, je ne sais pas si vous voulez souhaiter rajouter quelque chose. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Et Monsieur Stocky est en train de me faire une petite blague parce qu'aux réunions du vendredi, le matin, on disait toujours bon week-end. Donc, on n'est pas encore en week-end. Moi, juste un point un tout petit peu plus général, peut-être, et une réflexion tout à fait personnelle. Il y a toujours un mal pour un bien dans ce qui se passe et je pense que ça a remis un petit peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire que l'être humain est toujours convaincu de tout savoir et de tout connaître et on part toujours de cette base-là. Et moi personnellement, j'ai un parcours pas du tout dans ce que je fais actuellement et je travaille un peu dans la biologie. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on ne sait pas tout et que tout change. Et en l'occurrence, là, le virus plus vite que nous et la nature gagne toujours. Et finalement, ça permet aussi de remettre peut-être un peu l'être humain à sa place et juste de se dire, mais non, on n'est pas les plus forts du monde. Et probablement qu'à la fin, nous, on sera plus là, quoi. Voilà. Ça, c'est une réflexion très, très générale. Et puis, simplement, très absolument, mais peut-être que sauver la planète, c'est la disparition de l'être humain, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça fait un petit peu du bien de redescendre de son piédestal quand on se croit toujours en haut de la chaîne. Alors sur ces notes très positives, non mais c'est pas négatif, c'est justement non. Et juste la deuxième chose, c'est de dire que effectivement on a parlé d'agilité. Moi je pense que c'est tout à fait ça et c'est la capacité à s'adapter, à anticiper puis s'adapter. Et en fait, plus on a une structure au départ qui est forte et qui contient les choses, plus on a de facilité à s'adapter finalement à tout ce qui arrive et tout ce qui peut arriver. Maintenant, anticiper, c'est toujours compliqué, mais effectivement, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'anticiper et puis de prendre les bonnes décisions un tout petit peu à l'avance pour pouvoir encaisser les chocs.
Pour réduire les chocs, en effet. Merci beaucoup et pardon pour ma taquinerie. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci pour l'accueil qui nous a été réservé. Donc, c'est la dernière pour ce qui concerne les ateliers. Monsieur Stocky, rassurez-vous, on viendra bientôt vous voir pour vous interviewer, si vous en êtes d'accord, bien sûr, pour continuer à communiquer et à travailler sur les messages qui sont à transmettre pour toutes ces organisations qu'on n'a pas pu aller rencontrer, parce que, encore une fois, on a accompagné une douzaine d'entreprises et d'organisations. Il y en a évidemment beaucoup d'autres qui vivent les mêmes situations, qui s'interrogent, qui ont besoin aussi de soutien et de compréhension et d'éclairage. Et l'idée de la communication qu'on organise autour de toute cette démarche vise aussi à transmettre, à partager, à diffuser largement toutes ces intelligences. Merci à vous toutes et à tous. Je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, soyez toujours prudents. À bientôt.